Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Temps Mort Show. Abonnez-vous. Là, on commence direct. Abonnez-vous, s'il vous plaît. Ça y est, on en a marre de répéter. Abonnez-vous. Là, on effleure les 2000, là. On effleure, là. On est en train d'effleurer les 2000. Ça sent les 2000 bientôt, là? Ok. Là, ça c'est autre chose, hein, Waouh. Ça, c'est le produit d'Escobar. Oula. Les cocaïnés. On n'avait pas commencé l'émission. Hein. Non, on est chaud aujourd'hui, c'est on est Temps Mort chaud. CHU. Ouais, moi, chaud, là, c'est chaud. Là, c'est chaud. CHAUD, ouais, oui. on a compris. Non, l'homme, il est fatigué. Il Non, peut plus articuler, là. Bref, je suis Ali, votre présentatrice préférée. Préféré, oh? Merci. Moi, j'aime trop cette sonorité, je vous jure, je vais le dire à chaque fois, j'aime trop. Quand il n'y a pas ça, il faut. Il manque un truc. Je suis toujours accompagnée de ma très belle et fine équipe, Flexta Kim The Dream. Le menu, il est bon aujourd'hui ou quoi? Ouais. Le menu, il est bon? Ouais. J'aime pas Westbrook. Allez. Non, mais bon, tranquille. À ma droite, on a Gucci Mills. Bien sapé. Merci. Comme il faut. Merci bien. En Versas. Bien coiffé. J'aime pas parler de choses comme ça. Le vert forêt, c'est quand même, je pense, le plus beau vert. Au niveau des vêtements et tout ça, c'est le vert le plus... Tous les verts sont beaux, je trouve. Ouais, mais le vert forêt, c'est un autre niveau. Gucci Mills, un homme qui aime parler de musique, de R&B, de D'Angelo. D'Angelo, vraiment. Par exemple, Ah. il y a le Tsar et il y a D'Angelo. vraiment. Bah, tu la présentes à ma place, hein. Non, mais t'inquiète pas, enchaîne Ali. On s'en fout des présentations. Wow. Donne-nous le menu. Au menu, en entrée, on va parler de la course au MVP de la saison. Ensuite, un plat bien consistant. Hein. On va parler d'Erosan qui vient rentrer dans le top 20 des meilleurs On Ça commence déjà n'a pas le droit de souffler, on n'a pas le droit de respirer, ça, la respiration, C'est pas incorrigible. Excuse-moi le chameau. Excuse-moi. Il y a un réel où tu me fais la même chose. Ça, je vais le ressortir. Il y a un réel, exactement. Tu vois là? Oui. Ouais. Il y a un réel, tu me fais exactement la même chose. Mais t'inquiète pas. C'est Vengeance Show, c'est quoi? C'est WWE, c'est quoi? C'est toi, le ring de match, tu peux faire devant? Mais tu te plains. Alors que tu fais exactement la même chose. C'est tout ce que je te dis, hein. Non, tranquille. Voilà, pas de souci. Et après le plat, on continue avec une petite collation où on parlera d'une solution qui a été donnée sur les réseaux sociaux sur le tanking. Ouais. Une petite solution, ouais. Et on finira avec un petit dessert. Enfin, un grand dessert, hein, les qualifications de la Coupe du Monde de FIBA. Ah, mais ton sommaire là, il donne faim, hein. C'est le ramadan, toi aussi, doucement. Ah, j'avoue, c'est le ramadan, on est sur ramadan. Et nous, on poste à 18h, le temps que les gens arrivent à la maison. Pour le ftour, vous pouvez manger le temps mort chaud. Voilà, un petit ftour comme on bien chaud. Là, c'est Ouais, bien mais chaud. attends, est-ce que c'est un ftour comme chez les Moumad? C'est la seule question. Non. Parce que le ftour chez les Moumad, ça, c'est un grand classique. Là, c'est... Dinguerie. Les briques d'Alima, ça, c'est quelque chose. Non, mais ça, vous pouvez pas comprendre. Ça, c'est unanime. Ça, là, c'est unanime. Voilà. Arrêtez, j'ai faim. C'est pas l'heure de couper. Ali, courage. S'il vous plaît, Courage. Bon, allons-y là. Let's go. Du coup, dans la course au MVP en saison régulière, on a Monsieur OKC. Je vais pas dire son nom, tout le monde sait. Chet Holmgren. Toi, c'est bien. Sam Presti. C'est quoi le nom de l'arbitre déjà? C'est bien. Waouh. On a Shai qui est actuellement favori aux côtés de Nikola Jokic, Kate Cunningham, Victor Wembanyama et Jalen Brown. Anthony Edwards, on le mettrait en Factor X ou pas? Pour moi, entre 6 et 10. Non. Ouais, 6 et 10. 6 et 10. Il est un peu comme les Doncic, etc. Je pense qu'on les met dans ces côtés-là. Ouais, pour moi, il a rien à faire dans cette conversation. Pour moi. Ok. Donc, focalisons-nous sur... Ouais, pour moi, déjà, il y a deux courses, je pense. On peut déjà démarrer dans ça. On a les deux premiers entre Jokic et SGA. Et il y a les contenders, on va dire, les trois qui sont au Cunningham, Wembanyama et Jalen Brown. Pourquoi il y a deux courses différentes? Il faut bien qu'on se mette d'accord. Maintenant, il y a la règle de 65 matchs qui relance beaucoup de choses. Parce que si on regarde bien, SGA, il lui reste 6 matchs où il peut ne pas rater, mais là, il est revenu. Donc, hormis blessure, grosse blessure, je ne pense pas qu'il manquera 6 matchs jusqu'à avril. Non. Jokic, c'est là où c'est le plus dangereux parce que lui, il en reste que un. Il a qu'un seul joker. C'est pas mal. Merci. Ouais, Merci. Wemby, depuis son retour en décembre, il ne rate quasiment rien.
Même si on entend qu'il est fatigué, il se plaint qu'il est fatigué, quoi que ce soit, mais il sait qu'il peut plus rater le match, il en reste 4. Et Cunningham, lui encore, il en reste 11. Donc lui, il est encore bien. Jaylen Brown n'a raté que 6 matchs depuis le début de la saison, donc eux, ils sont bien. SGA et Jokic, c'est ces deux-là qui sont très favoris. Mais où il faut faire attention à leur nombre de matchs. SGA vient de revenir là contre Denver. Il revient en mettant 36 points dans une victoire face à Denver. C'est le genre de match où tu te rappelles qui est SGA. Tu te rappelles que il est de retour. Il met un match 36 points, victoire en prolongation, même s'il a pas été très adroit, 12 sur 29. Mais c'est une victoire de prestige. C'est un match de référence parce que tu joues contre l'équipe qui a le plus de chances peut-être de t'éliminer en playoff. Ou c'est parti dans un game 7 l'an dernier. Et c'est pour ça aussi que je dis que pendant que SGA était absent, c'est là où on a remarqué que OKC n'est plus la même équipe. Là, on disait, ah oui, SGA, il a pas trop d'impact, etc. Ça fait un moment que SGA n'était pas là. On voyait que OKC perdait pas mal de matchs. On sentait qu'il manquait le joueur qui faisait passer OKC de bonne équipe à équipe championne. Pour ça que pour moi, si on doit, la question que je vous pose dans tous les cas, si on doit choisir aujourd'hui entre Jokic ou SGA, si les deux, bien évidemment, jouent le nombre de matchs correspondant à ça, pour moi, je mets SGA un petit peu devant. Pour moi, ils sont un back-to-back. Déjà, moi, je suis pas d'accord avec le classement que t'as fait, les deux courses, là. Pour moi, Cade Cunningham, il est dans les trois favoris, incontestables, parce que la constance qu'il a depuis le début de l'année, on peut pas, si on était, parce qu'il y a beaucoup de MVP qui ont été décidés comme ça, bon, première équipe, premier joueur, boum. Bah, là, Cade Cunningham, il rentre dans ce débat-là. Par rapport à l'impact qu'il a, franchement, moi, j'ai milité pour lui. Derrière, un Brown, ce qu'il fait, là, genre, on fait les aveugles. Mais on est en train de voir ce qu'il fait, c'est de la folie. Personne n'imaginait que le mec soit deuxième avec l'équipe sans Tatum, etc. Moi, je suis obligé de le considérer. Et vraiment, Jokic, il est encore dans cette course-là pour vous? Oui. Pour moi, Jokic est MVP. Pour moi. Mais avant de parler de Jokic et de la raison pour laquelle il est MVP pour moi, Brown, je vais mettre un petit grain de sel dans l'engrenage, un petit grain de sable dans l'engrenage que tu décris. Attends, juste, faisons un dossier pour chacun des joueurs, comme ça. Commençons par, entre guillemets, ce que je considère être le dessous du top 5. Comme ça, chacun fait un dossier pour chaque joueur, comme ça le pour. Voilà, donc pour moi, le dessous, tu pars dans déjà Brown, en comparaison au reste, ça reste quand même en dessous. J'explique pourquoi. On explique. J'explique pourquoi. Il faut une bonne explication. Pas de problème. Cette équipe de Boston, on s'attendait pas à ce qu'elle soit deuxième, mais on s'attend quand même à ce qu'elle soit en playoff. On s'attend quand même à ce qu'elle soit en playoff. Si tu me dis que tu penses que Boston, sans Jason Tatum, ça devient une équipe de loterie, je te dirais, il y a quand même suffisamment d'outillage. Et dans une conférence Est plus faible que la conférence Ouest, tu sais quand même que ça accroche le top 6 de manière assez légitime. En tout cas, c'est tout à fait concevable. C'est pas, on s'attendait pas à ce que Boston soit dans le top 2, mais on s'attendait pas à ce que Boston soit avec un bilan négatif. Après, l'histoire de l'Est, il y a des mecs qui sont allés en playoff avec des bilans négatifs. Donc, oui, évidemment. Voilà, oui, à l'Est, oui. Moi, je te donne simplement mon argumentation par rapport à ça. Et en aucun cas, j'essaye de minimiser ce que font les Celtics et que j'essaye de minimiser l'impact de Brown dans ce bilan-là. Mais je tiens tout de même, j'aime bien décortiquer un petit peu les stats et décortiquer un petit peu les moments forts des matchs et des choses qu'on peut parfois prendre un peu à la légère ou sous-estimer. Il y a une stat qui peut être révélatrice à plein d'égards, mais qui n'est pas qui ne devrait pas en tout cas être considérée comme étant la stat ultime. Mais le plus-moins, c'est-à-dire le scoring et on va dire la capacité d'un joueur à influencer positivement son équipe quand il est sur le terrain, son équipe crée l'écart ou maintient l'écart. Et tous les forts joueurs de toutes les équipes ont tous un plus-moins très élevé. Tous. Et c'était aussi un argument qui était donné contre LeBron James en disant de tous les mecs des All-NBA Team la saison dernière, tous les mecs sont entre plus 6 et plus 12. Et LeBron, c'est le seul qui était en négatif sur les 15 joueurs des All-NBA. Oui. Et la raison pour laquelle on mentionne cette statistique, c'est que ce n'est pas une statistique absolue
qui justifie tout et n'importe quoi, mais ça décrit quand même une certaine tendance légitime dans l'impact qu'a un joueur statistiquement dans le résultat de l'équipe. Surtout sur la définition même de MVP, Most Valuable Player. Voilà. Et pas Brown, le meilleur joueur, le joueur le plus valable. Et Brown, c'est le 6e plus-moins de son équipe. Okay. Avec des joueurs qui jouent entre 25 et 33 minutes par match dans son équipe. Vucevic vient d'arriver, il a un plus-moins supérieur. Et donc, si on compte pas Vucevic parce qu'il est un peu nouveau dans la famille, t'as quand même 4 joueurs qui ont un plus-moins un peu au-dessus ou au-dessus de Brown. Et donc, tu parles d'un contexte collectif dans lequel tu vois que les Celtics, le succès des Celtics où Brown reste le fer de lance, le meilleur scoreur, le meilleur joueur, incontestablement, l'impact que lui a n'est peut-être pas aussi grand que celui d'un SGA qui est tête et épaules au-dessus du lot, où au final, la raison pour laquelle il peut se permettre de pas jouer les 4e quart-temps, c'est que quand il est sur le terrain, il crée des telles marges, notamment en début de saison, il crée des telles marges que OKC peut gagner facilement. Jokic a un plus-moins comparable à celui de SGA. Tu as Cunningham qui a un +8 et qui est au-dessus de Jalen Duren, par exemple, qui a +6 dans l'équipe des Detroit Pistons. Et les seuls mecs dans la conversation, et t'as même un Wembanyama. Wemby, excusez-moi. Je passais pas à Papa Wemba, mais Wemby qui a +9. Et pourtant, il joue que 29 minutes par match. Et donc, c'est là où je me rends compte quand même que quand tu parles du most valuable player, quand tu parles de l'impact des joueurs, Brown, j'ai du mal à le mettre, moi, en favori pour le titre de MVP, quand, statistiquement, malgré tout, au-delà de ses statistiques individuelles qui sont, il est dans le top 5 des meilleurs scoreurs, hein, il est 5e meilleur scoreur de la ligue. À 29,1. À 29,1, c'est énorme. Et les Celtics sont une réelle machine à potentiellement gagner le titre à l'heure actuelle et à sortir à l'est de l'Est potentiellement. Je tiens tout de même à remarquer que les Celtics, c'est tout de même un engrenage collectif. C'est bon. T'as tout dit. Et donc. T'as tout dit. Non, mais là, tu viens de pointer le truc qui fait que... Je le mets en dessous. En fait, les Celtics, c'est un collectif. Jalen Brown, c'est un des éléments, mais tout le monde est important. Là, dans d'autres équipes, si le papa, il est pas là, ben, personne mange. Et il y a des mecs qui sont dans une équipe collective et il y a des mecs, c'est eux le collectif. Si c'est pas lui qui ramène la nourriture, là. mais justement. Donc, c'est un différentiel. Il est absolument indissociable du succès des Celtics. Et si lui il se blessait là, par contre, les Celtics, c'est une équipe de l'autre. C'est là où c'est important parce que les 3 joueurs qu'on cite, Ken Cunningham, Wembanyama et Jalen Brown, font partie d'un engrenage collectif. Quand tu regardes bien l'équipe de Détroit, Ken Cunningham, le problème, c'est que offensivement, c'est lui vraiment la fer de lance. Quand il est pas là, tu sens que offensivement, quand on a vu les matchs contre les Spurs lundi dernier, et t'as 5 sur 26 au tir. Il s'est troué. Et justement, on a vu que la défense, l'attaque de Détroit s'est enrayée. Mais la force de Détroit, c'est pas l'attaque, c'est la défense. Oui. Ça va jamais rien changer dans la défense de Détroit. Ils vont toujours rendre les matchs compliqués grâce à leur défense collective. C'est pour ça qu'ils sont premiers. Et c'est pour ça que Cunningham, on le met pas plus haut. Parce que si tu regardes les stats juste individuelles, les saisons seulement individuelles, on parle pas des victoires ou quoi que ce soit, un Jalen Brown a une meilleure saison individuelle qu'un Wemby ou qu'un Ken Cunningham. Si tu parles de saison vraiment individuelle, Jalen Brown discute avec des Jokic, discute avec des SGA. Maintenant, ce qui fait la différence, ou pourquoi Jalen Brown, malheureusement, n'est peut-être pas plus haut, et peut-être qu'il mériterait, c'est, on va pas se mentir, on va regarder aussi le bilan. Il y a quand même 6 victoires d'écart entre Détroit et Boston. C'est important. T'as quand même 4 victoires d'écart entre San Antonio et Boston. T'as quand même 5 victoires d'écart. Et c'est aussi lié aux attentes. Pourquoi est-ce que Jalen Brown fait un bond énorme dans la course au MVP en comparaison à Brunson? C'est qu'il n'y avait pas les attentes du côté de Boston qu'il y a du côté de New York. New York doit confirmer et monter en gamme. Minimum faire la même. Mais on sait que la prochaine étape qui est attendue pour légitimiser le projet sportif des Knicks, c'est la finale. Et Boston, tu te dis, tu perds Tatum et tu finis quand même encore dans le top 2. Et c'est là où il part de plus loin. C'est pour ça et surtout qu'il fait sa meilleure saison en carrière, Jalen Brown, largement. Et ça, c'est intéressant. Maintenant, sur Ken Cunningham, quels sont les arguments pour et contre un MVP de Ken Cunningham? Vous allez me dire les points? Parce qu'il est, il est que constant. Non, mais il est deuxième meilleur passeur. Meilleur marqueur. Il est deuxième meilleur passeur de la NBA et je trouve que ça montre une réelle progression et une réelle capacité à être créateur pour lui-même et pour les autres. Et comme tu l'as dit, le moment où tu arrives à minimiser son impact offensif
tu mets Détroit en difficulté. Mais Détroit, et c'est pour ça aussi que Détroit, il y a peut-être la possibilité de les voir passer à l'Est, ou en tout cas faire une finale de conf éventuelle contre des Boston Celtics, ou voir un peu ce qui se passe, parce que les Celtics et les Knicks, vraisemblablement, si on respecte la hiérarchie et que les mecs font le boulot en playoff, devraient se retrouver en demi-finale de conf. Mais je vois mal quelqu'un, je vois pas les Cavs ou une autre équipe empêcher. Je suis désolé Ali, je t'adore, mais j'ai du mal à concevoir qu'une autre équipe puisse empêcher Détroit avec leur philosophie défensive sur une série en 7 matchs les sortir. Sauf potentiellement les Knicks ou Boston bien évidemment. Mais la raison pour laquelle tu dois respecter Cunningham, c'est que il reste le poumon de cette équipe. Il reste le leader. Alors l'expression leader spirituel, ça me fait toujours un peu sourire, mais ça reste je pense le porte-drapeau du projet sportif et en attaque et en défense de Détroit. Donc au-delà d'être le deuxième meilleur passeur et d'amener un écho au scoring conséquent, c'est le leader de la meilleure équipe à l'Est qui, elle, n'était pas attendue à pareille fête. Et c'est une telle performance que tu dois quand même donner ce crédit-là et le propulser dans un trio de tête, parce que tu ne peux pas minimiser la réussite actuelle de l'équipe qui, bien évidemment, il y a le duo Duren-Cunningham, mais Cunningham, c'est tête et épaule au-dessus de tout le reste. Et là où c'est intéressant aussi pour Cunningham, c'est, tu vois, par exemple, le genre de performance qu'il fait contre les Knicks. C'est après le retour des playoffs, tu mets 42 points au Madison Square Garden, je me trompe pas, je sais pas si c'est à New York ou c'est à Détroit. C'est au Madison. C'est au Madison. Ça, c'est des performances qui font que ça rentre dans ton casier de MVP. Ouais. Parce que tu joues les deuxième avec Boston, deuxième, troisième de la conférence. Non, t'envoies un message. Exactement. C'est le message qu'il a envoyé. Et moi, j'aime bien ce genre de performance-là. Mais maintenant, est-ce que t'arrives cette année en te disant, Cunningham joue, c'est le meilleur joueur cette année en NBA. Là où je pense que j'ai un peu de mal par rapport à cela. Et c'est pour ça que pour moi, il y a deux catégories. Maintenant, c'est le meilleur joueur de la meilleure équipe de la ligue. Parce que Détroit est premier. Ah, mais attends. Ouais. Parce que faut qu'on recontextualise une chose importante là. Le titre de MVP, c'est toujours le meilleur joueur de la ligue? C'est pas ce que je t'ai dit. Non, mais justement, c'est une question que je pose parce que, en réalité, le titre le meilleur joueur de la ligue, on sait qui c'est en réalité, un ou deux jours. Mais c'est le meilleur joueur de la saison. Mais c'est l'histoire de ta saison. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait pour ton équipe et comment tu as... Parce que sinon LeBron en aurait plus, Jordan en aurait plus. C'est pour ça qu'on dit on n'aurait pas qu'un. C'est important parce que quand on parle de SGA, et Shaq aussi. Il faut rappeler aussi, par exemple, le début de saison incroyable qu'ils ont fait. Jusqu'à se poser des questions à savoir, est-ce qu'ils vont battre le record des Warriors? Mais comme ça s'est passé en novembre, des fois, on a tendance à oublier. Derrière, il y avait aussi le calendrier, il y avait aussi, tu vois, toutes ces choses-là. Mais derrière, il y a un petit écroulement passager. Oui. Et ça aussi, ça rentre dans ton dossier. Oui, je suis d'accord. Mais c'est pour ça que quand on met le dossier, on prend toute la saison. Et c'est pour ça qu'un Cade Cunningham qui emmène Détroit à la première place, on va pas se mentir, c'est quelque chose de très fort. C'est pour ça qu'il est dans le top 3 Mais pour moi, ce que fait San Antonio, c'est presque plus impressionnant que ce que fait Détroit, pour le coup. Justement, San Antonio, ce qu'ils font San Antonio, c'est plus collectif. Et c'est ça qui dessert un minimum. Je pense que, tu vois, par exemple, l'écosystème des Spurs a toujours malheureusement joué contre les meilleurs joueurs des Spurs en termes d'histoire. Je prends Tim Duncan a 2 MVP. Ouais. Mais le nombre de fois où les Spurs ont fini premier de conférence ou premier de la ligue, c'était bien plus. Parce que ils ont ce collectif-là où tout le monde apporte. Un Wemby, quand il a commencé la saison, il commence en pétard, 40 points contre Davis, etc. S'il y avait ce Wemby-là qui avait continué comme ça, je pense qu'on en parlait de manière différente. Mais ici même, on en a parlé des Spurs. L'écosystème fait que les Spurs sont devenus limite injouables. Même quand Wemby n'est pas bon, ne me score pas, ou même il dit qu'il est fatigué, ou qu'il est pas adroit, autour de lui, ils ont réussi à créer quelque chose qui font que... Ouais, ils ont continué à gagner malgré sa blessure. On en avait parlé. Quand Wemby, justement, s'est blessé, on a dit, est-ce que c'était pas un mal pour un bien pour les Spurs de se renforcer? Et justement, c'était un mal pour un bien. Et c'est la même chose que je reproche peut-être à Jokic, pourquoi je le mets pas? Parce que je trouve que Denver... C'est bien comporté en son absence. Ouais, exactement. Moi, je pensais que Denver allait s'écrouler sans Jokic, mais finalement, non, ils sont restés deuxième, ils ont tenu, et Jamal Murray, justement, a step up, a montré qu'il avait un niveau taille patron. Mais la raison pour laquelle Wemby rentre quand même dans cette considération-là, c'est que là, ils sont sur 11 victoires d'affilée et que même s'ils se sont bien comportés et qu'ils ont continué à gagner suffisamment de matchs pour rester dans le top 6, donc en playoff garanti, le step-up où maintenant ils sont montés à la 2e place à seulement 2 matchs derrière OKC, en ayant battu 3 fois sur 4 OKC, ne se fait que quand Wemby joue et est là. Et donc, si tu veux, oui, ils ont gagné des matchs en son absence, mais les matchs qu'ils devaient gagner
contre les contenders numéro 1, les favoris, et qu'ils ont botté les fesses de OKC 3 fois sur 4 pour envoyer un message à tout le monde et surtout confirmer un statut quand on a eu dans un podcast précédent la conversation. Est-ce que les Spurs ont changé de statut? La réponse est oui. Et ils ont changé de statut. Et ce changement de statut se fait bien évidemment à travers quasiment exclusivement par Wemby. Parce que sans Wemby, t'as pas 11 victoires d'affilée là. Oui, mais et t'es pas deuxième. Le changement de statut, c'est pas que Wemby, parce que Wemby, il était là, ils étaient derniers de la NBA. Il y a des mecs qui sont arrivés. Moi, je veux leur donner aussi du crédit. Tu as entièrement raison sur ça. Les mecs sont arrivés, frère, ils ont changé l'équipe défensivement. Tu as entièrement raison sur ça. Par contre, le plus-moins, par exemple, dans l'impact du jeu. Non, mais attends, Wemby, dans une équipe où son plus-moins, c'est en 29 minutes. Oui. Mais non, fait que ça. Il est à plus 9 en 29 minutes. Non, bien sûr. C'est une dinguerie statistique. Les gars, moi, encore une fois, je parle pas de stats. Moi, je vous parle de, le gars était là. Ils étaient là. Il y a d'autres mecs qui sont arrivés. Ils ont changé d'équipe. Évidemment que lui aussi, il a progressé, etc., etc. Mais il y a des mecs qui sont arrivés. Ils ont changé d'équipe aussi. Moi, je suis d'accord avec, surtout sur la saison, surtout sur la saison. Je suis d'accord ce que vous dites. Après, faut voir aussi, bien évidemment, des qualités défensives de Wemby, qui, on va pas se mentir, parmi tous les joueurs au MVP, c'est celui qui est bien au-dessus en termes défensifs. Meilleur contreur de la ligue. Et justement, favori au Depoy s'il joue les matchs. On a quand même 8 joueurs chez les Spurs à plus de 10 points. Oui. Je crois que c'est justement la plus grosse équipe. Et c'est un leader. En fait, là où Wemby a step up, a changé de statut avec les Spurs, c'est que c'est devenu même un leader dans le comportement, dans le caractère. On avait parlé de Wemby au Star Game, mais s'il le fait au Star Game, imaginez-vous ce qui doit se passer dans les vestiaires des Spurs. Même quand il dit des fois que j'aime pas l'attitude de comment jouent les Spurs, etc., il le disait clairement. Et à 22 ans, il prend cette équipe-là qui était dernière de conf, il la met à deuxième place de l'Ouest, on sait que c'est quelque chose de très fort, et où on discute même à savoir est-ce qu'ils vont dépasser OKC. Et la question par rapport au changement de statut, oui, bien sûr qu'il n'est pas seul, mais tu peux pas parler de Spurs désormais candidat pour sortir à l'Ouest s'il y a pas Wemby. Parce que si les Spurs se comportent bien sans Wemby et arrivent à gagner des matchs, sans Wemby, ils sont pas dans la conversation. Moi, les gars, j'ai vu un Wemby dans une équipe des Spurs, ils étaient derniers, je l'ai vu. Oui, donc, mais c'est une construction. Oui, non, mais donc, même pour lui-même. Non, mais le problème, c'est que il est bien meilleur qu'il était l'année dernière. On oublie toujours que c'est collectif. Et malheureusement, mais le basket le reste toujours. Non, mais le problème dans ce truc de MVP là, c'est que les mecs les plus collectifs sont souvent pénalisés. On prend le mec qui est le plus virtuose, le plus ceci, cela, tu vois ce que je veux dire. Moi, il y a un truc qui me dérange là-dedans, c'est-à-dire que l'autre, comme mon impact, il se fait entre guillemets moins ressentir parce que c'est un truc où tout le monde est impliqué. Et le 5 majeur, c'est vraiment des mecs qui contribuent tous à la victoire. Chaque rouage est important. Mais je vais avoir moins d'importance que le mec. Genre, si lui, il est pas là, on perd. Ouais, mais Duncan a quand même 2 MVP. Et c'est là où, tu vois, cet argument n'est pas si fatidique, tu vois, pas si... sur le nombre de MVP de Duncan, on a 2. Non, parce que quand tu regardes les statistiques de Duncan, sur les saisons où il fait MVP, il est énorme, certes, mais t'as des mecs qui ont des saisons statistiques individuelles qui sont quand même... bien plus grands. Bien plus conséquentes. Et Duncan... Il y en a un qui doit aller chez Kobe, mais obtient le respect qui lui est dû avec cette quand Duncan gagne le MVP, Kidd est deuxième, mais il faut voir les stats qu'il a. Il a pas des stats grandioses, mais l'impact qu'il a eu, on lui a donné pour ça. Ouais, même rien que le fait que Kidd soit deuxième, quand tu regardes que Kidd, c'est un mec qui score 15 points par match. Et fait que ça, il peut le souligner. Mais justement, entre Cunningham, Brown et Wemby, comment vous voyez le classement parmi les trois? Qui finira avant dans le MVP? C'est pas évident. Parce que pour le coup, les trois ont un contexte collectif inattendu où ils ont surpassé toutes les attentes. Ouais, exactement. Donc, dans cet argumentaire-là, on se retrouve avec 3 mecs qui sont dans 3 équipes qui surperforment et qui ont bien sûr l'impact, peut-être Brown un petit peu en dessous, comme en tout cas, c'est mon ressenti. À ce moment-là, tu le mets sur le fait que Wemby est un vrai two-way player, encore plus que Cunningham et Brown. Même si Brown, c'est un mec qui... c'est un gars qui défend. Voilà, c'est un mec qui triche pas. Donc, mais Wemby, ça reste le DOP, le Defensive Player of the Year s'il reste éligible. Je vois pas qui va lui prendre ce titre-là. Donc, en finissant DOP et en ayant une productivité statistique aussi puissante en seulement 29 minutes, parce que tu lui rajoutes les 7 minutes que jouent les autres, statistiquement, là, tu passes dans une... Après,
Après c'est si maintenant t'en avais 2, mais tu comprends le délire. C'est que quand même, on est en train de parler d'un seuil d'efficacité et d'un impact sur le jeu des 2 côtés du terrain qui est suffisamment significatif où tu pourrais, je ne serais pas surpris s'il finissait 3e ou 4e. Donc, mais peu importe le classement final de ces 3 mecs-là, il y aurait pas vol. Tu mets Cunningham 3e, ça me choque pas. Tu mets Brown 3e, ça me choque pas. Après, c'est quand même la sensibilité des gens. Après, c'est l'histoire d'une saison aussi. L'histoire d'une saison, c'est qu'est-ce que tu as fait pour ton équipe quand on en avait besoin et dans les matchs décisifs. Tu bats Rocky 3 fois sur 4. Il y a bien des matchs. Peut-être qu'il y en a plus en termes de volume où Cade Cunningham a dû sortir le bois de chauffe pour faire en sorte que Détroit soit premier, de passer devant. Peut-être que j'entends. Les Spurs ils dominaient tellement défensivement que l'impact normal d'une soirée normale de Victor Wembanyama, qui est déjà une très grosse soirée en soi, suffisent. C'est pour ça que en réalité c'est très difficile de juger ce truc de MVP parce que tu dois regarder l'histoire de la saison de chacun et qui a réussi à step up quand il le fallait. Parce que si c'est dans une équipe qui tourne très bien, etc., il gagne 20 matchs sans toi, tu reviens, oui, vous gagnez, mais même sans toi, tu vois ce que je mettrais dans ce quintet 3e Cunningham, 4e Wemby, 5e Brown. Ma sensibilité personnelle. C'est ça. Je pense que je mettrais Brown plus haut. Moi, je fais par rapport au mérite, je suis obligé de mettre Cunningham, Brown, Wemby. Ça me choque pas. Ali, t'as... Pareil que Flexta. Ça me choque pas. Ouais. Bon, en tout cas, Cunningham en 3 sûrs. T'as le meilleur bilan de la saison. Des 3, tu peux rien dire là-dessus. Après, même si je trouve que Brown, individuellement, fait une meilleure saison que Cunningham, mais après, faut pas oublier le contexte aussi de cas des 3, donc Cunningham en 3. Et surtout, un truc qu'on oublie de dire, excusez-moi, je suis un peu long là-dessus, c'est que le MVP, c'est aussi une espèce de progression sur les 2-3 dernières saisons. C'est-à-dire que il y a un cheminement vers ton titre de MVP. Tu grandis en tant que joueur, en tant que collectif, etc. Tu vois, on l'a vu Wemby faire des grosses saisons avant d'avoir enfin le MVP, etc. C'est jamais un mec qui sort de nulle part comme ça, boum, il l'obtient. Mais c'est pour ça que Derrick Rose ou des trucs, voilà, parce que c'était trop, tu vois. Mais donc moi, Cade en 3, Wemby en 4 et Brown en 5. Je mettrais Brown en 5. Malheureusement, j'aimerais même mettre plus haut. Mais on parle comme d'une équipe de Spurs qui rentre se battre pour la première place à l'Ouest et ça va jouer sur ça. Et puis s'il prend un Depoy Wemby, ça va jouer quand même. Okay. Mais t'as quand même un bon statistique énorme entre l'année dernière et cette année pour Brown. Mais de toute façon, c'est une vraie course. C'est pour ça que je parle de cette course-là. Ouais. Et justement, la deuxième course, la course au Graal, justement, celle qu'on a eue l'année dernière déjà, c'est une partie 2. SGA ou Jokic? Jokic, il le méritait déjà l'année dernière. Ouais. Donc, tu l'as donné à SGA, c'est pas non plus une hérésie, mais moi, je reste constant. Parce que l'année dernière, les Nuggets, ils étaient 6e à l'Ouest, c'est ça? C'était un peu haut. Je pense que c'est l'argument principal qui a fait que... 4e à l'Ouest. Ils étaient 4e à la fin de la saison? 50-32. 50-32. Ils sont à peu près sur les mêmes standards. Hein. Mais moi, pour le Graal, moi je te dis, je mets Cunningham devant. Mais... Cunningham MVP pour toi? Moi je milite pour Cunningham MVP. Ok. Mais Jokic, meilleur rebondeur et meilleur passeur de la ligue. Gars, c'est dur. Un pivot, meilleur rebondeur, meilleur passeur. Après, bon, il y a 5 pivots dans la ligue maintenant. Non. Mais il est... Ouais, mais justement, il a 29 points par match. Meilleur rebondeur, meilleur passeur. Après, sur l'histoire de la saison, est-ce que vraiment il passe devant tout le monde? Moi, quand je regarde le traitement que reçoit Jokic défensivement, quand je regarde aussi le traitement que reçoit Wembanyama, c'est-à-dire que tu regardes comment les mecs découpent ces 2 joueurs-là, s'il y a des contrats. Il y a des contrats sur leur tête. Sûr, mais est-ce que c'est ça qui fait que oui, mais c'est plus que les autres. C'est plus que les autres. Oui, bon, de par leur stature, de par leur taille, etc. Et de par leur jeu, de par leur impact. Je pense qu'à un moment donné, tu sais pertinemment que si tu fais tomber l'un ou l'autre, tu mets du réel plomb dans l'aile dans ces 2 équipes. Mais c'est pas ça qui te fait passer devant un vote MVP. Ouais, parce que toi, t'as pris plus de fautes et moi, j'en ai subi moins, tu vois ce que je veux dire, c'est pas... Écoute, moi, par rapport à ce que j'apprécie de Jokic, par rapport à ma sensibilité dans l'impact qu'il a dans le jeu, la beauté du jeu qu'il pratique,
l'éthique du jeu qui est la sienne. Parce qu'en comparaison à SGA, par exemple, on a souvent pu avoir ce regret que très souvent, notamment dans le début de saison, il était là tout le temps à, tu sais, le foul baiting, les lancers francs obtenus qui n'étaient pas mérités. On avait eu même cette conversation avec Adam Mokoka, tu vois. Et on retire en rien le talent individuel de SGA qui est bien évidemment phénoménal et sa qualité intrinsèque. Mais on peut regretter parfois cette tricherie un petit peu qui est la même que celle que faisait James Harden, qui est la même que qui joue avec les règles. Au mot près. Je ne critique pas. Non, mais je regrette. Non, mais moi je le critique. Mais je peux pas leur en vouloir. Ils jouent avec les règlements. En fait, c'est pas eux que je critique, c'est que on les autorise. Ouais, tu vois, c'est plus ça. Donc moi, système. le moment où t'es autorisé, je peux pas te critiquer pour utiliser des règles qui te donnent un avantage. C'est de la compétition, hein. C'est coupe-gorge. On veut gagner les matchs, on veut gagner les titres. Donc, si tu m'autorises à faire un truc qui me donne un avantage, je vais le faire jusqu'à la mort. Voilà. Donc, mais je regrette ça. Et du coup, Angelo, tu mets Jokic en premier. Moi, je mettrais Jokic. Je mettrais Jokic par rapport à plein de choses. Il a peur de se rattraper par Jokic et qu'il le regarde comme ça, là. Mais je pense qu'il devait l'avoir déjà. Aussi, les gars, moi je rigole. Shout out à mes Serbes. Mais il devait déjà l'avoir pour moi l'année dernière, donc quelque part. Pour moi, c'est SGA pour moi, je mettrais SGA devant. Pour plusieurs raisons. Premièrement, après on parle comme du collectif un peu dans tous les cas. T'es premier à l'Ouest. À l'Ouest, la conférence la plus compliquée. T'as quand même 8 victoires d'avance sur Denver. C'est quand même un cap quand même. T'es deuxième meilleur score de la ligue. Quand tu reviens, tu joues contre Denver, tu montres que t'es le patron. Ouais. Et il l'a montré à plusieurs reprises. C'est quelqu'un qui défend. SGA, on peut pas l'enlever. C'est quelqu'un qui défend. Donc, il a un impact aussi offensif. T'es second meilleur scoreur de la ligue. Et t'es comme un bon défenseur quand même à ton poste où tu joues. Ouais. L'impact qu'il a quand il est là, on le voit, on le ressent quand même. Même si, bien évidemment, on peut critiquer SGA pour plusieurs raisons. On peut le critiquer pour plusieurs raisons. Mais je trouve que même si Jokic je méritais l'an dernier, hein, on va pas se mentir. Mais je trouve que déjà Denver fait une moins bonne saison avec lui que l'an dernier. Il est beaucoup moins, je trouve que... Il y a beaucoup de blessés, gros. Il y a beaucoup de blessés, c'est vrai. Mais je trouve que l'impact qu'a Jokic sur Denver est moins grand qu'il avait l'an dernier. Je trouve qu'un Jamal Murray qui joue mieux, où on n'a pas Jamal Murray, où on a vu qu'il a même en step-up, qu'il a montré qu'il pouvait être un franchise, pas au niveau de Jokic, mais qu'il pouvait montrer que, ok, je prends l'équipe de Denver avec moi, on va gagner des gros matchs. Ça va jouer indirectement contre Jokic. Je pense qu'on oublie le début de saison de Jokic. Je pense qu'avant sa blessure, Jokic était grand favori pour le titre de MVP, loin devant tout le monde, à part SGA. Parce que SGA avait encore un plus gros volume dans le scoring initialement. On avait Doncic et SGA qui tournaient à 36-37 points. Mais on oublie le début de saison de Jokic. Il a manqué une bonne partie. Derrière, il y a eu Valanciunas qui s'est blessé. Il y a Gordon qui s'est blessé. Et malgré tout, le fait que Denver ait réussi à gagner des matchs, c'est la qualité du collectif qu'on met en avant, mais c'est la même qu'on a mis en avant du côté des Spurs en l'absence de Wemby, et la même qualité qu'on a mis en avant du côté d'OKC qui était peut-être moins bon mais qui continue à gagner des matchs. À un moment donné, sur cet argumentaire-là, on peut pas retirer à Jokic la qualité qui est réellement la sienne. Mais après, attention, là, je sais pas si tu te trompes pas de combat. Jokic est le meilleur joueur. Après, sur l'histoire de la saison, les matchs qu'on a vus, tous les matchs qu'on a vus, l'histoire de la saison. J'entends. On voit, par exemple, des matchs quand SGA commence au KC, c'est des matchs à 35 points. On sait l'opening contre Houston qui était fou. Il met un deuxième match de saison, tu mets 55 points, tu rappelles t'es patron. Il commence une saison avec quoi? 16-1 au KC, 16-1, 17-1, on en parle. Mais ça, sur l'histoire de la saison. Sur l'histoire de la saison, ça montre que déjà dès le début de saison, en fait, il a emmené OKC encore, on en parlait ici même, on se disait, mais SGA est encore meilleur que l'an dernier. Dans la manière dont il joue, la manière où le contrôle du jeu, entre la manière où il score un peu même plus facilement, t'as l'impression que c'est encore plus facile que l'an dernier. Ah ben justement, et c'est là où moi j'ai un contre-argument de poids, c'est qu'à un moment donné, quand tu es champion à un titre, que ton équipe roule sur tout le monde et que tu t'écroules comme ça, pour moi ça va, c'est une tache noire sur ton dossier, parce que d'avoir laissé s'échapper à cette échelle-là, OKC est à 15 défaites désormais. C'est-à-dire que tu rentres même plus dans la conversation des 4-5 meilleures saisons de l'histoire. Alors que t'étais en route pour avoir la meilleure saison de l'histoire. C'est toi qui croyais, hein? Mais j'avais des raisons d'y croire. Regarde, et pour que vous compreniez que, pour le coup, je suis vraiment de très bonne foi en ce qui concerne le dossier OKC.
C'est pour ça que je suis un petit peu déçu aussi. Je me suis dit, par rapport à ce qui se fait en NBA à l'heure actuelle et la qualité du jeu proposé et la sérénité de cette équipe, l'expérience de la victoire, la continuité de l'effectif et autres, tu te dis, bah écoute, et j'ai même dit moi-même qu'ils étaient mes favoris pour le repeat. Hein. Ouais, ils sont pas Donc je suis pas en train de vous dire que OKC ou même que SGN ne mérite pas la considération que moi je leur donne initialement. Mais il faut aussi vivre dans la réalité des faits. Et donc, l'écroulement. Alors, écroulement, c'est un grand mot. Ils sont toujours premiers à l'Ouest, hein. Ils sont toujours premiers. Voilà. Ok. On n'est pas en train de dire que ce sont des clopins. Il y a 3 victoires, hein. Mais voilà, pour moi, tu vois, SGA aurait pu peut-être verrouiller à un moment nécessaire. SGA aurait peut-être aussi pu élever le débat le moment où il est en opposition avec les San Antonio Spurs qui commençaient à botter les fesses à OKC. Non, c'est vrai. Sur 4 matchs, il en gagne que 1. C'est ton MVP. Il perd son duel avec Wembanyama à l'heure actuelle. Après, ça joue sur un duel. Non, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que quand tu regardes toutes les configurations, tu regardes tous les éléments d'analyse. Les gens, ils aiment bien faire les head-to-head matchups. En mode, bon, bah, ok, Cleveland, Golden State, en saison régulière, tu regardes les situations, tu sais que c'était le match de Noël parce que c'était la finale de la saison précédente. Tu vois, quand il y a eu ce contexte-là. Pour moi, ça a du sens quand le mec, il défend sur toi. Si l'autre, tu mets un clampin et moi, tu me mets le meilleur défenseur de la ligue, on va pas faire le même match. Je suis entièrement d'accord, mais si tu veux, dans le storytelling de la NBA, je me base sur ce qui est connu dans la sensibilité des votants et dans le storytelling que la NBA affectionne. Je vois ce que tu veux dire. Si je te parle de ce que moi j'aimerais bien, bah ce serait une histoire différente, mais au final, quel impact j'ai dans tout ça, j'en ai pas. Donc on est en train d'analyser sur le microcosme dont on traite en fait. Ok, donc Jokic 1 pour vous. Non, toi t'as mis SGA. Non, mais pour vous, c'est ce que je dis. Moi je mets Jokic. Okay. Moi je mets Cade. Et lui met Cade. Moi je pense sur Et tu mets qui en numéro 2 après Cade? Brown. Donc tu mets Cade, Brown. Par rapport à l'histoire de leur saison là. Okay. Alors, pour moi, l'histoire de leur saison elle est plus impressionnante que je suis le champion en titre et on roule. Entre SGA et Jokic, tu mets qui devant l'un de l'autre? Moi je mets Jokic tous les jours. Ok, donc tu même mets l'année dernière. Hein. Donc tu mets Cade, Brown, Jokic, SGA et Wemby. Wemby je le mets 3e. Donc en fait, Jokic sur 4-5e. Donc toi tu mets les overachievers en premier. Il a bien ça. L'histoire de la saison. L'histoire de la saison, pas le bilan. Parce que vous regardez que les bilans. Moi je regarde l'histoire de la saison. Ce que le mec fait en 28 minutes, c'est plus impressionnant parce que le côté. Mais j'ai le droit et j'utilise mon droit, merci. Mais c'est plus impressionnant parce que le côté spectaculaire et le côté ce qu'on retient de la saison. Regarde, les overachievers, il a mis les 3 overachievers dont on a parlé. Hein. Tu te souviens quand vous m'aviez demandé de les séparer, les 3 overachievers devant le reste, ça me dérange pas. Ok. Ce qui n'est pas le cas pour toi. Non, moi j'ai donné mon classement. Je t'ai dit, moi j'ai mis Cade 3e et. Ok, d'accord, pas de souci. Et pendant que certains brillent en saison. Attends, mais toi tu dis quoi? Elle a déjà donné son classement, gros. Non, parce que t'as mis que les 2 premiers. Moi je mets Jokic en premier, SJ en 2e. Brown, je le mettrai en 3e. Ok. Et dernier. Tu mets Cunningham après Brown et Wemby en 5e? Ouais. Et Donovan, il est où? Toi, continue. Non, mais t'es invité au mariage? Bon, on n'est pas invité, mais il regarde pas ses messages apparemment. Bon, interromps pas la queen comme ça là, vas-y. Quand tu m'as coupé, t'as le droit de chicoter, désolé. T'es peut-être pas congolaise, mais tu peux faire une bouffe vite fait. Parce qu'elle sait faire. Je suis congolaise. De cœur. Ouais, de cœur. Et pendant que certains brillent en saison, on a un autre joueur qui vient d'entrer dans une page historique de la NBA. C'est une dinguerie de se poser comme ça. Il y a un dossier, je l'utilise, j'ai pas le droit. Non, mais vraiment, ici, cette émission, ça devient bizarre. Non, on parle de Il y a un dossier sur la chaise. C'est devenu problématique depuis ce dernier temps. C'est devenu très problématique, toi. En fait, vous parlez que de joueurs que j'aime pas. C'est un dossier de ouf, c'est un dossier, waouh! Mais finis, Ali, finis, s'il te plaît. On a des Rosanne qui récemment, qui a dépassé Paul Pierce et John Havlicek, ouais, pour entrer dans le top 20 des meilleurs marqueurs all-time en NBA. C'est très grave. Moi, je suis contente. C'est big time. Ouais. Est-ce que pour vous, DeMar DeRozan, c'est un joueur sous-estimé ou est-ce qu'il est vraiment apprécié à sa juste valeur? Pour moi, il n'est pas sous-côté. Pour moi, il n'est pas sous-côté.
Je vais expliquer pourquoi. Pour plusieurs raisons. Ça a toujours été un beau scoreur. En fait, lui, c'est un beau scoreur régulier. C'est jamais été le joueur qui va te mettre 30 points par match. C'est un joueur qui tourne, allez, 27 points de moyenne, c'est sa plus grande stat. 28, ouais. 28. Ouais, 28, ouais. 28, 27, 9 en 2022 avec Chicago. Mais ça n'a jamais été le joueur qui va te mettre 30 points par match. Ça a toujours été le joueur qui est régulier toute sa carrière. C'est-à-dire qu'il joue les matchs. Il n'a pas eu de très grosses blessures pendant un bon bout de temps. Mais par exemple, à Toronto, t'as jamais vu DeRozan comme un joueur qui va t'emmener gagner le titre. Mais est-ce que, tu parles de Toronto, mais est-ce qu'il aurait pu gagner un titre? Enfin, est-ce que, avec Toronto, il aurait pu gagner un titre? Non. Avant le trade de... Non. Ah ouais, Vu comment il se faisait tabasser par Cleveland à chaque année. LeBron, limite, on appelait Toronto, on appelait ça les Bronto. Les Bronto. Une dinguerie. On baptise la ville avec un blaze. Mais les Browns, quand il arrive à Toronto, tu sais que Toronto, par exemple, en 2018, ils étaient premiers de conf, Toronto. Oui. Hein. Les Browns arrivent... avec leur coach, là. Le petit Renault, là. Casey? Dwayne Casey? Dwayne Casey? Ouais, c'est ça. Il s'est fait virer l'année même en question. Il s'est fait virer alors qu'il était coach of the year. Coach of the year. C'est bizarre, ça. Les Browns arrivent, scorent plus quasiment autant, voire plus que DeRozan et Laurie réunis. Tu fais des matchs buzzer, des matchs où tu joues, tu mets 7 feuilles de way sur la fin de match. Tu dis, vas-y, je m'amuse avec vous. DeRozan, je suis désolé, n'a jamais été une menace. À la fin, ils étaient tous ensemble. En fait, à chaque fois que Toronto allait même en finale de conf, on savait déjà que c'est fini. Il a jamais été cette personne-là où, à l'instar de Leonard, où Leonard, c'est une superstar. Après, il y a eu le départ de LeBron, donc on a enlevé le gros favori de l'Est. On a enlevé. Donc, est-ce que si LeBron était parti aux Lakers et que Toronto avait gardé DeRozan, pour moi, DeRozan, il battait même pas Milwaukee. Non. Il battait même pas les Warriors. Non. Donc, pour moi, non. Non, mais on est d'accord, faites ça. On est d'accord. Moi, ils auraient battu Phil, parce que c'est... Non plus. Bon, honnêtement, je t'aime bien Ali là, mais je sais même pas pourquoi on perd du temps sur des joueurs comme ça là. C'est un bon joueur. Le truc qui le distingue pour moi de tous les autres joueurs, c'est que c'est pas le mec qui cherche le 3 points ultime, c'est un mec qui a un jeu à mi-distance. Et aujourd'hui en NBA, tu passes par un ovni quand t'as un jeu à mi-distance. Sachant que les meilleurs joueurs de tous les temps, c'est des mecs avec un jeu à mi-distance. Bon voilà, que ceux qui doivent entendre ces messages l'entendent. Mais c'est des joueurs comme ça, c'est des 3e, 4e couteaux dans une équipe. Mais c'est pas des mecs d'impact, ça. C'est des mecs trop mous du genou, mous du dos. Ils sont gentils. C'est pas mauvais joueur. Mais tu vois, bientôt, on va faire des émissions sur Tobias Harris. Non, mais t'es trop exagéré, fais ça, tu vois. En fait, tu commences bien. Venez, on passe à un autre sujet, s'il vous plaît. Tu commences bien, tu finis mal. Non, mais venez, on passe à un autre sujet, franchement. Il est comme à 26 000 points. Faut quand même reconnaître. C'est des points. Merci, il y a un temps mort. Non. Même pas? Technique? Faute technique. Mais non. Tout ce que t'as dit là, je suis d'accord avec toi, c'est sympa. Oui, t'es premier à Toronto, tout ça, mais tu sais très bien que t'es fini. Allez. Il a un jeu, franchement, c'est agréable à voir. Le jeu de DeRozan, quand tu regardes jouer, c'est agréable à voir jouer. Le jeu de DeRozan, je trouve qu'il est archi propre. Son scoring, t'as l'impression qu'il maîtrise ce qu'il fait. Quand tu étais à Chicago, moi, ma période préférée à Chicago. Bon, vas-y. Ma période préférée à Chicago où, tu sais, il y a une saison où il quand même met 2 buzzers 2 jours de suite, où je me dis, il est incroyable. Moi, j'aime bien le voir jouer. Mais le problème, c'est qu'entre joueur bon à voir jouer, qui va scorer, et le joueur capable de t'emmener loin en playoff ou en finale, il y a une différence. Pour moi, il fait partie de ces catégories-là avec les Carmelo. C'est les joueurs où... Respecte Carmelo. Je respecte Carmelo. Carmelo est au-dessus. Carmelo est au-dessus de DeRozan. Temps mort. C'est même pas la même galaxie. Temps mort. Wow. Ah. On a énervé le... Non, je suis pas énervé. Vas-y. C'était très 3, calme. 2, 1. Quand on parle de DeMar DeRozan, ou d'un Carmelo Anthony, ou de ce genre de mec-là, ce sont des orfèvres du scoring, ce sont des orfèvres des fondamentaux. Tu parles du jeu mi-distance, un art perdu. C'est une des références ultimes dans ce profil de joueur aux fondamentaux purs, capable de scorer de toutes les manières. Il avait peut-être pas la qualité de tir à 3 points qu'avait Carmelo Anthony, mais quand il était question de pouvoir produire du scoring de qualité, je pense que Carmelo ou DeRozan et consorts, c'est un petit peu les Clyde Drexler et Dominic Wilkins et consorts de la génération 90. C'est que tu tombes dans une décennie où tu as un LeBron James et tu peux pas gagner. Alors oui, les gens vont dire ouais, mais Curry a gagné. Non. Ok, Curry c'est autre chose, mais dans la conférence Est, t'avais LeBron James et tu pouvais pas passer LeBron James. Et avant c'était Jordan dans la conférence Est, donc voilà. Okay. C'est ça le problème, je pense. C'est que
mon temps mort est terminé, bien sûr. Je finis mon propos. Mais DeRozan, on va pas le surclasser. On va pas le décrire comme étant quelqu'un qui n'était pas. Je pense que c'est un très grand joueur de l'histoire de notre sport. Qui, tu sais, quand t'es dans le top 20 des meilleurs marqueurs de l'histoire de la NBA, gros. Grand, enlève le trait. Tu sais pourquoi je dis très? Parce que regarde, je fais partie du commun des mortels comme toi. Et qu'un mec qui est dans le top 20 de l'histoire, qui a mis 26 000 points en NBA, mais à un moment donné, c'est ce que j'appelle un très grand joueur. Alors, il y a très grand et très grand. Il y a les mecs qui gagnent des titres, il y a les mecs qui sont Hall of Famer, mais DeRozan sera un Hall of Famer. Il sera Hall of Famer, que ça te plaise ou non. De toute façon, on fait rentrer n'importe qui maintenant. Wow. Le vigile du supermarché, il va au Hall of Fame. Le mec, DeRozan, c'est bon, problématique ensemble mensuel. Mais non, mais tout le monde va au Hall of Fame, ça y est, c'est fini. Ça, c'est plus le Graal ultime. Si tu veux que je retire très grand, je peux retirer le trait. C'est un grand joueur de basket. C'est un mec qui a un talent all-time. C'est un mec qui est un scoreur all-time. Et qui a quand même un bilan respectable. Alors peut-être qu'il est pas à la hauteur dans la conversation des mecs qui auraient dû, comme un Kawhi Leonard, ou qui auraient pu, comme un Kawhi Leonard, amener un titre à Toronto. Mais il a quand même conservé cette équipe de Toronto comme une franchise plus que respectable après le départ de Vince Carter. Ça a été celui qui a apporté haut et fort, on va dire, ça a été le porte-drapeau du basket canadien durant quasiment une décennie. Même après le départ de Chris Bosh, hein. Et après le départ de Chris Bosh, tu vois. Et je peux comprendre que toi, tu n'aimes pas particulièrement ce joueur. À l'Est. Non, mais c'est pas que, en fait, c'est pas je que, trouve je l'aime pas tu vois, mais Lavin et DeRozan ont été décevants en binôme. Mais c'est le même type de joueur. Donc, je veux pas, t'as raison, on va pas s'attarder plus longtemps sur eux. Je pense qu'il n'y a pas besoin de rester 2 heures sur cette conversation-là. Je pense qu'ils méritent notre respect. Non. Ils méritent notre respect. Dans l'organigramme all-time des joueurs, ce n'est pas un très grand joueur par rapport au très haut de la pyramide, mais par rapport au commun des mortels, ça reste un très grand basketteur. Un mec qui a mis 26 000 points en carrière. Oui, mais par rapport au commun des mortels. Ouais, mais ce que je veux dire par là, t'es dans le panthéon de... Non. Attention, allez voir les highlights. Non. Je sais qui je suis, je sais qui il est. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, on peut pas minimiser la carrière d'un DeRozan. La capacité à rester à plus de 20 points de moyenne sur combien de saisons d'affilée? Attends, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 saisons d'affilée à plus de 20 points de moyenne. C'est talent all-time, gros. Et certes, pour moi, il est pas sous-estimé, Ali. Il est pas sous-estimé. À un moment donné, quand tu as ton opportunité, tu dois la saisir. Il a pas su le faire. Il a pas été en capacité de faire le step-up qui aurait permis à Toronto d'aller gagner un titre ou de battre les Cleveland Cavaliers. On parle des principes que oui, mais si on m'avait pas échangé pour Kawhi Leonard et du style ouais, Kawhi c'est de la chance, non. Kawhi il a mis les gros tirs. Kawhi il a eu la performance qu'il a. Kawhi c'est un standard au-dessus. Kawhi c'est un two-way player largement supérieur. Kawhi c'est Kawhi. On le sait pertinemment. DeRozan c'est en dessous. Mais c'est largement. Bon, bravo à lui pour sa carrière. Il est dans le top 20. Il va d'ailleurs monter probablement dans le top 15 d'ici la fin de sa carrière. Il est encore à 18 points par match maintenant. Les mecs jouent maintenant, font des carrières de 30 ans et au bout de 30 ans, oui, il a accumulé du point, mais c'est pas, pour moi, c'est ce joueur-là. Pour moi, il est qui? Il est pas sous-estimé. Il est un bon joueur, mais c'est bon parler de lui comme si, tu vois ce que je veux dire. C'est un bon joueur. C'est bon, on va passer à la suite. Mais non, mais c'est surtout que faut faire attention à ce truc-là dans notre manière de comptabiliser et de regarder les carrières des gens, en fait. C'est que faut aussi regarder où tu les as mis, contre qui tu les as mis. C'est un mec qui a souvent joué majoritairement dans un Toronto à l'Est, qui est beaucoup plus faible, donc tu rencontres pas forcément les mêmes équipes tout le temps, etc., etc. C'est pas comme un mec qui se bat à l'Ouest où il a tous les week-ends, tous les jours, il affronte des grosses équipes, etc. Je me souviens quand il va à San Antonio, on se dit on va faire quelque chose, flop. Je me souviens quand il arrive à Chicago, non, flop. À San Antonio, je trouvais que n'en parlons même pas parce que sinon il s'est très bien comporté à San Antonio. J'ai trouvé qu'il a été excellent. Mais c'est pas ça qu'on dit. Non, mais quand je dis comporté, ça veut dire dans sa performance sur le terrain, et dans un contexte de jeu très différent de ce qu'il avait l'habitude de jouer. À San Antonio, c'est pas la même vie. En fait, lui, c'est un joueur de complément. C'est pour ça que je dis les Tobias Harris. C'est pas des mauvais joueurs. Ils sont là, même pas c'est une exagération. C'est du joueur de complément. C'est pas que lui tu gagnes. Lui, si t'as un vrai lieutenant, un vrai chef, un vrai lieutenant en 3e option, c'est parfait. 3e.
Moi, je lui mets en troisième option. Il aime pas. Troisième option, NBA, c'est un truc de fou, attention. Troisième option, c'est les Tony. Mais c'est pas DeMar DeRozan, tu le compares à Tobias Harris, gros. Pour moi, c'est le même type de joueur. Je te promets que c'est le même type de joueur. Non. Allez, viens, on passe à autre chose, pardon. Moi. Tobias Harris, on passe à autre chose. Mais pour moi, c'est des mecs. Oui, mais justement, respect Tobias Harris, mais là, c'est irrespect de DeMar DeRozan, Flexta. Tout allait bien jusqu'à ce que t'ailles dans l'exagération. Si vous n'êtes pas d'accord dans les commentaires, on peut le mettre d'accord, on peut discuter, pas de problème. Mais moi, je vous dis, votre gars là, c'est pas... C'est un bon joueur. Mais c'est pas Tobias Harris. de pas l'aimer, pardon. Tobias Harris, c'est un bon joueur. Oui, mais DeRozan, c'est au-dessus, frère. Et les Sixers ont fait une grosse erreur à miser sur Tobias Harris plutôt que Jimmy Butler. Ils auraient changé leur histoire. Parce que il a l'air d'être un joueur comme ça. Parce que Harris, c'est pas DeRozan. Mais non, mais c'est surtout que il a l'air. Ah ben non. En fait, c'est pas DeRozan, gros. C'est la même chose. Je suis sûr que c'est le même joueur. Si j'avais un truc à te jeter, je te l'aurais jeté déjà. Non, Tobias Harris, les gars, waouh. Mais oui. Ali. C'est la vérité. C'est pas des joueurs de. C'est de la déco. C'est une belle déco. Cher. Mais c'est de la déco quand même. Ça fait rien. Enfin, zéro impact. Arrêtez. Ali, transfert, je vais... À Toronto, c'est plus Kyle Lowry que... Ouais, c'est bon. À Toronto, il te parle plus de Kyle Lowry que de DeRozan. Parce que Kyle Lowry, il a gagné le titre. Ça doit être ça, oui. Non, mais parce que Kyle Lowry, il représente quelque chose. Parce que Kyle Lowry, c'est un mec... Avant que DeRozan parte, on parlait plus de Kyle Lowry. Mais non, mais en fait, oui. Non, mais ok. Non, c'est bon, j'arrête. Moi, j'arrête. Kyle Lowry, c'est le cœur de Toronto. Moi, j'arrête. Voilà. Devant même Kawhi. J'arrête, moi. Non, quand on a dit, il est... Le cœur, j'ai parlé du cœur. Moi, j'arrête. Mais non, mais les gars, vous regardez les lignes de stats et vous dites que lui, c'est une ligne de stats. On a tous vu, on a regardé NBA comme toi. Pas comme moi, toi tu regardes je sais pas. Les gars, je le dis. Ali, prends le contrôle. Parler de mecs comme ça. Ali, prends le contrôle. Tu sais qu'il est dans l'abus. Prends le contrôle. S'il te plaît. Non, mais pas les reines. Non, parce que prends le contrôle, Ali. T'es encore en train de le laisser parler, là. C'est une dinguerie. Comment faire une émission sans le vigile du Franprix à côté de chez moi, là? Mais non, mais vas-y. Ali, reprends le contrôle. Pardon, parlons du tanking, s'il vous plaît. Parlons du tanking, la solution qui a été donnée sur les réseaux sociaux. Franchement, la Flexta, waouh! Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pas mangé. Voilà. C'est ça, j'ai faim. Donnez-lui à manger. Comme les gremlins, faut pas les donner. Mon gars, il est très dangereux. Ne pas lui donner à manger après minuit. Et ne pas le mouiller. Wow. Bon. Parlons du tanking. Pardon, mais vas-y. Angelo, explique-nous un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Quelle solution nous a été donnée? Ouais, il y a eu un petit truc. Pour le coup, on va vraiment pas s'attarder longtemps sur ça. Mais, et on vous dit souvent ça et c'est le contraire, mais là, on va pas s'attarder longtemps sur ça. Je voulais juste avoir votre réaction parce que j'ai vraiment bien aimé, une proposition qu'il y a eu en disant que les équipes qui deviennent mathématiquement, hors position pour la lutte au playoff, c'est-à-dire que, comme on le sait chaque année, il y a des équipes, à un moment donné, ils ont atteint un seuil de défaite où mathématiquement les playoffs ne sont plus atteignables, basé sur les équipes classées devant elles. Et il y aurait donc ce système d'accumulation de points pour la draft, qui serait qu'une fois qu'on est mathématiquement hors de la course aux playoffs, chaque victoire qu'on accumulerait, qu'on glanerait jusqu'à la fin de la saison régulière, permettrait d'obtenir des points pour la draft. Et donc, que les équipes avec le plus de points accumulés à la fin de la saison régulière obtiennent, ou l'équipe, pas les équipes, mais l'équipe avec le plus de points draft accumulés obtiennent le premier choix, la deuxième équipe le deuxième choix, la troisième équipe le troisième choix, and so on, so on, so on, so on, so on. Et j'ai trouvé ça super pertinent parce que pour le coup, si on est dans la réflexion en se disant oui mais attends, ce système-là il est un peu biaisé parce que c'est pas forcément les moins bonnes équipes qui vont être mathématiquement hors course playoff. Bah techniquement si, parce que le pire ton bilan, le plus rapidement tu es hors course. C'est mathématique en fait. Donc Utah Jazz, New Orleans Pelicans, qui tu veux, Indiana Pacers à l'heure actuelle, tu te retrouves le plus vite. Et d'ailleurs si on regarde à l'heure actuelle, je l'ai éteint, mais moi personnellement j'ai un problème avec la règle. Enfin, alors vas-y, ça. Moi je vous donne le classement et je rebondis sur ça derrière, mais vous en penseriez quoi? Parce que à l'heure actuelle, mathématiquement, quand on regarde ce qui se passe du côté de Sacramento, de Utah, de New Orleans, pas de Dallas qui a 21 matchs, mais d'Indiana, de Brooklyn et de Washington, c'est que des équipes entre 14 et 18 Chicago et Milwaukee. Oui, mais eux ils sont déjà au-dessus de la vingtaine de matchs, donc le plus tu te rapproches, tu vois ce qui se passe, c'est que t'as déjà 10 matchs de différence
avec des équipes qui jouent le play-in. Et peut-être que le play-in vient mettre un peu de plomb dans l'aile dans cette théorie parce que le play-in rallonge la liste des équipes play-offables. Et donc, ça réduit la période de temps où tu peux accumuler des points draft. Mais il faudrait essayer de voir, par exemple, de faire une sorte de simulation à la fin de cette année-là et de regarder quand est-ce que les équipes deviennent inéligibles et combien de matchs il reste inéligibles au play-off. Et combien de matchs il resterait à ce moment-là pour voir sur combien de matchs ça se jouerait. Moi, je trouve ça assez pertinent. Il y a des équipes à avoir 82 matchs, alors. Attends, les équipes, dès le début de la saison, c'est que c'est fini. Mais du coup, Ali, oui, mais justement, il faut gagner derrière. Mais attends, juste, Ali, t'étais contre, justement. Enfin, je suis pas contre, parce qu'en vrai, c'est une bonne idée, parce que ça, comment dire, les équipes, ils ont enfin une bonne idée, enfin, une bonne raison de continuer à gagner, mais qui dit qu'on peut pas tanker avant, genre la fin de saison? Moi, je suis d'accord. C'est ça, enfin. En fait, mais tanker avant la fin de saison. Mais oui, mais justement, tu tankes avant la fin de saison. Quoi qu'il arrive, tu ne peux pas, tu n'arrives pas mathématiquement. Parce que regardez, à l'heure actuelle, personne n'est mathématiquement encore officiellement hors de la course au playoff. À l'heure actuelle, mathématiquement, il y a personne qui a une croix. Il y a personne qui est hors de la course. Mais justement, c'est parce que tu l'as dit tout à l'heure. Si on parlait de top 8, il y en a qui seraient déjà mathématiquement éliminés. Par exemple, à l'ouest, je vois qu'il y a, pardon, à l'est. À l'ouest, pardon. À l'ouest, on a Golden State qui a quasiment 20 victoires de plus que Sacramento. Mathématiquement, il serait quasiment éliminé. Mais maintenant que ça rajoute, la play-in a rajouté un truc, donc maintenant c'est dans le top 10, ça va ralentir ce côté-là. Maintenant, comme le dit Ali, c'est, tu tankes jusqu'à que tu les mathématiquement éliminé, et après ta saison elle commence. C'est-à-dire que la saison commencera en mars, en fait. La saison NBA d'une équipe nulle ou qui tank commencera en mars. Alors, quelque part, oui, mais le problème, c'est qu'à un moment donné, si toi, tu pars dans cette optique de tanker au début et d'essayer de gagner les matchs après, tu crois que tu appuies sur un bouton, tu commences à bien jouer au basket? Non, je dis pas ça. Parce que pour gagner tes matchs, faut construire un effectif cohérent, faut construire un effectif où il y a un minimum de qualité pour pouvoir gagner des matchs de basket. Et c'est pas du jour au lendemain où les rookies qui sont nuls et qui font que t'es dernier de la ligue à l'heure actuelle vont dire bon on va step up maintenant, on va aller gagner les matchs pour avoir le premier choix de la draft. Après attention, si c'est une équipe qui veut tanker pour aller chercher un gros joueur, et ça peut être une bonne équipe et oui, parce que généralement je pense qu'on est tous d'accord que chaque équipe dans le front office savent très bien que quand tu commences la saison, tu sais après ton objectif. Ouais, cette année-là, on va la laisser de côté, on va tanker parce qu'ils le savent très bien. C'est pas un truc qu'ils apprennent pendant la saison. Comme Indiana, par exemple, avec la blessure d'Haliburton. Parlons de ce principe-là. Voilà. On parle de ça, voilà. Mais Indiana est une équipe. Une équipe sait jouer. C'est-à-dire que si Indiana se décide de dire oui, là, on va commencer à tout gagner. Ils vont peut-être pas tout gagner, mais ça va être très compliqué. Ça va être des matchs qui vont être beaucoup plus intéressants. Ça va être des matchs comme Sacramento. Sacramento, on les voit là. Utah. C'est des joueurs qui, on sait que les joueurs, on les sort au 4e quart-temps alors qu'ils peuvent gagner le match. Non, là, c'est différent, là. Là, je suis d'accord, mais Indiana, je suis pas d'accord. Ils ont laissé partir Miles Turner et l'ont remplacé par qui? Il y a que maintenant que Zubac est arrivé. Oui, mais justement, avec Zubac qui est arrivé, là, ils peuvent gagner 10 matchs, là. Si, ils font 10 matchs à aller chercher. Oui, mais ils ont fait un échange. Non, mais justement, ils ont laissé partir Mathurin. Oui, mais tu penses, Zubac qui jouait tous les matchs avant qu'il fasse son transfert, et là, d'un coup, qu'il ne joue plus, une blessure, on sait pas. Là, on est d'accord, mais là, on a déjà critiqué ça. Oui, on a dit, mais si Indiana fait un move comme ça, parce que moi, Indiana, le move de Zubac, c'est pour préparer l'année prochaine où Haliburton revient, les gars. Mais justement, ce que je te dis. On était tous d'un commun accord, on a eu la même opinion, on a dit que c'est quand même un step up de recruter Zubac en comparaison à Miles Turner. Vous avez tous dit que vous êtes d'accord que c'est un meilleur joueur. Oui, mais c'est pas ce que je te dis. Donc, l'année prochaine, quand tu vas avoir Haliburton qui revient. Ouais, mais bizarre, mais le souci, c'est pourquoi il joue pas? Mais ça, on l'a déjà critiqué, c'est pas ça la question. Ce que je veux te dire, c'est que si justement tu fais un classement de points après qu'il soit devenu inéligible mathématiquement, bizarrement, un Zubac va recommencer à jouer. Parce qu'en fait, tu vas mettre tes plus grosses armes. Parce qu'il y a un truc à aller chercher. C'est là où je trouve ça négatif. Après, ça, c'est juste mon avis par rapport à ça. Écoute, la règle n'est pas parfaite. Je trouve qu'elle a de la pertinence quand même. En tout cas, c'est mon point noir sur ça. Mais il y a un point noir peut-être. Après, une fois de plus, la raison pour laquelle on aborde ce sujet, c'est que, à titre personnel, j'ai trouvé ça pertinent, j'ai trouvé ça intéressant. De toutes les solutions qui ont été proposées à l'heure actuelle, c'est peut-être celle qui a le plus de sens. Oui. De tout ce dont on a parlé concernant le tanking, j'en ai pas vraiment vu une autre qui amenait autant de subtilité ou au niveau de la compétitivité sur la fin de saison. Peut-être que la seule nuance, ce serait de dire arrivé telle date, quelles sont les équipes qui ne seraient plus éligibles pour un top 8. C'est-à-dire que tu regardes pas au niveau
des play-in, parce que le play-in fausse un petit peu la donne, mais tu dis, OK, dès que les équipes du bas de tableau ne sont plus mathématiquement en capacité de rentrer dans le top 8 et pas le top 10, ça joue. Ok. Moi, je suis pas pour. Dans l'esprit, c'est pas mal de tenter de faire quelque chose par rapport à une situation. Sur le principe, sur le papier, c'est bien, mais on sait très bien que toute mesure a son lot de dérives. Et là, il y a trop de DF qui peuvent arriver. Et en plus, ça, tu cumules ça au play-in. Donc, tu penses que c'est un truc bizarre ou je sais pas quoi. Tanking volontaire. On garde les Trae Young, les Anthony Davis sur la touche. Et puis, dès que là, on est mathématiquement, on fait revenir tout le monde. Pour aller chercher, si c'est pour aller chercher une première place, ils sont capables de perdre des matchs exprès. Donc, ils sont capables de faire en sorte de faire sortir. Mais ils le font déjà. C'est assez... Non, mais moi, pour moi, vraiment, moi, la solution ultime, déjà, retirez-moi le. Mais si. Je suis pas pour le play-in, mais bon, on va dire celle-là. C'est ce qu'il faudrait faire. Moi, c'est une autre solution que j'ai entendue. Un mini tournoi. Ouais, un mini tournoi comme on en a parlé. La NBA Cup, là. Mais regarde, et vous allez chercher le premier, le deuxième, le troisième, ils ont le. Et voilà. Si on combinait deux éléments importants, les joueurs qui sont physiquement aptes à jouer doivent jouer. Ce qu'on avait dit, on avait déjà mentionné sur le premier podcast. Après, où on disait... après tu trompes, il y a un médecin au quartier, là, tu lui donnes un yébi, il te fait ton arrêt. Bon, en gros, ils nous cassent les bips avec leur tanking. C'est juste, respecter juste le sport, en réalité. C'est-à-dire que essayez de gagner vos matchs et il n'y a pas de problème. Mais il y a tellement de choses à aller chercher avec le tanking que... Enfin, moi. Ouais. Pour moi, c'est une amélioration intelligente, mais bon. Il n'y a pas de solution. Il y aura trop de dérives. Ouais. Bref, maintenant on va finir par les qualifications de Coupe du Monde en FIBA. Alors, la phase de qualification se joue sur 6 fenêtres internationales réparties entre novembre 2025 et mars 2027. Ça concerne des zones continentales dont l'Europe et où il y a 32 équipes qui s'affrontent pour 12 places qualitatives pour la World Cup 2027. Le format prévoit des groupes dans chaque fenêtre, ce qui peut signifier qu'on a jusqu'à 12 matchs de qualification avant même d'atteindre la compétition elle-même. Est-ce que pour vous, c'est le modèle actuel de la qualification de FIBA, c'est juste, est-ce qu'il est juste pour vous? J'ai une question avant de répondre à cette question. Quand tu te demandes s'il est juste, tu veux toucher à quoi? Mais attends, j'ai une question avant. Non, je veux juste qu'elle clarifie sa question. Non, mais attends, déjà, qui a compris? T'as compris quelque chose? Alors, moi, je peux l'expliquer de manière très claire, mais qu'est-ce que tu veux demander? Juste pour toutes les fédérations. Est-ce que tu veux dire qu'il est juste par rapport aux joueurs disponibles? Ouais, c'est ça. Aux joueurs qui participent? Ouais. Il sera jamais juste, enfin, il sera pas totalement juste dans le sens où, je pense quand la FIBA a créé cette forme. Avant d'expliquer, est-ce que, Angèle, tu peux expliquer de manière plus simple? Ok, donc, les gens qui ont, le concept des fenêtres, c'est que il y a 16 équipes dans la zone Afrique, il y a 16 équipes dans la zone Asie, Océanie, et il y a 16 équipes dans la zone Amérique. Il y en a 32 dans la zone Europe, parce que c'est plus dense et plus de fédérations de qualité et par rapport à la zone géographique et le classement FIBA. Donc voilà, 16 et 32. Il y a 24 places pour la Coupe du Monde. Il y a 12 places donc pour la zone Europe, il y en aura 5 pour la zone Afrique. Il y en aura 5. Ah non, je crois que c'est 7 pour les Amériques. C'est 5 7 donc ça sera 32 équipes. Ce sera un tableau à 32 équipes. D'accord? Donc 12 5 5 7. Donc 12 5 7 7. 12 5 7 7. Merci. Donc 5 pour l'Afrique, 7 pour l'Asie, Océanie, 7 pour les Amériques et 12 pour la zone Europe. Exactement. Et ça ton tableau final pour la Coupe du Monde de Qatar en 2027. Le système des fenêtres, c'est de permettre déjà à ce qu'il y ait la possibilité d'avoir une continuité dans le travail des fédérations internationales pour qualifier les équipes. C'est aussi dans l'optique de pouvoir alléger certains calendriers parce que les joueurs qui font toute une saison et qui doivent après condamner leur été dans l'intégralité pour pouvoir faire et les tournois de qualification et enchaîner les compétitions dans la foulée, c'est pas forcément évident. C'est ce qu'on a vu par exemple pour les Jeux Olympiques. Le pré-olympique se passe 2 semaines avant les Jeux Olympiques. Donc pour Paris 2024, il y a eu un pré-olympique à Athènes, il y en a eu un autre je sais plus où, et derrière ils enchaînent avec les JO.
c'est un tableau à 12 équipes, donc c'est pas trop lourd quand c'est les JO, mais quand tu vois le tableau de la Coupe du Monde, je vous avoue que moi je suis pas très fan parce que 32 équipes, ça commence à être trop, on veut trop ouvrir les vannes. Mais le truc qui est intéressant, c'est que malgré tout, non, parce que je montre comment le truc comment le tableau qualificatif, ouais. De toute façon, on va partager les visuels. Ce que tu essaies de dire, c'est que pour chaque fenêtre, c'est du cas par cas. Non, moi je valide. Aïe. Non, mais tu sais, c'est les pères de famille qui font des rénovations, tu vois, Non, mais blague à part, pour amener un peu de clarté, surtout pour répondre à ta question, Ali. Tu demandes si c'est un système juste. J'ai jeté mon crayon là. Il en veut plus. Fatigue. Il en veut plus. Mais c'est les blagues de vieux père, tu sais bien comment. Justement. Les blagues de vieux père. Mais pour répondre à ta question, Ali, est-ce que le système il est juste? Moi, j'ai posé une sorte je vais avoir un questionnement pour répondre à ta question. Est-ce qu'il est juste quand les fédérations qui, elles, ont une dizaine de joueurs NBA, 5-6 joueurs NBA ou juste quelques joueurs NBA, voire même un joueur NBA en comparaison à toutes les autres fédérations qui n'ont pas le moindre joueur NBA. Est-ce que tu trouves que c'est juste dans l'absolu à ce que on ne se base que sur la période où ces joueurs-là sont disponibles et donc c'est les meilleurs des meilleurs qui vont jouer contre les meilleurs des meilleurs, mais entre guillemets, les petits poussets resteront toujours les petits poussets et ne seront jamais vraiment confrontés ou n'auront jamais vraiment la possibilité de se qualifier? Ou est-ce que c'est plus intéressant dans le développement global du basket FIBA et aussi dans l'engouement populaire qu'on puisse avoir pour les différentes fédérations, les différents pays de tenter leur chance crânement de se qualifier pour des compétitions majeures? Et on voit par exemple la Finlande qui s'est qualifiée dans le dernier carré de l'Eurobasket la saison dernière. Ils ont un joueur NBA avec Markkanen, mais ils ont quand même du basket de qualité et on voit qu'à l'heure actuelle, ils continuent à gagner des matchs malgré l'absence de leur joueur NBA. C'est vraiment très intéressant. Je trouve que moi, ça rajoute un peu d'intérêt. On voit que c'est un succès populaire au niveau de la tendance, des gens qui viennent voir les matchs, aussi d'avoir la possibilité que les équipes nationales jouent pendant l'année et que on donne aussi l'opportunité à des joueurs qui n'auraient pas forcément la chance de porter le maillot de l'équipe nationale de le faire pendant donc les fenêtres. Moi, là où je suis plus coupe-gorge, c'est qu'on vit pas dans le monde des bisounours. C'est-à-dire que pour moi, tu dois être en capacité de proposer la meilleure compétition avec les meilleurs joueurs, les meilleures équipes qui se disputent le Graal, le trophée. C'est-à-dire que si tu as une fédération comme la France qui a 12 joueurs NBA avec le nombre de joueurs d'Euroleague de qualité qu'on a et qu'après ça se tape pour faire une sélection de 12 joueurs et qu'on propose notre meilleur 12 avec le contexte collectif et la forme des uns et des autres et que derrière l'Allemagne on se tape avec les frères Wagner et Schroeder et consorts et qu'on se tape avec les Espagnols et qu'on se tape avec les Grecs et qu'on se tape avec ci et ça, pour moi c'est ça la réalité de la vie en fait. Ça a toujours été la réalité de la chose dans le sens où la NBA est de plus en plus internationale. C'est un fait. La NBA est une ligue fermée. Va dire ça à ton pote Kevin Durant. Oui. Oui, mais dans le système de qualification, t'as beaucoup de fédérations à l'heure actuelle qui sont en souffrance parce qu'elles ont pas leurs joueurs NBA et même leurs joueurs Euroleague pour la plupart d'entre eux. Mais ce que je dis, c'est que déjà la NBA, premièrement, c'est eux qui ont de toute façon, ils ont jamais laissé partir un joueur pour jouer en match international pendant la saison. C'est même pas une question qui se pose, carrément, à l'heure actuelle. Ou même des gens préfèrent se concentrer sur la saison NBA plutôt que la fédération, ça a toujours été comme ça. Ils ont une autre mentalité. Non, mais tu peux pas libérer les joueurs en pleine saison NBA. Non, mais ce que je dis, c'est que par exemple, les Américains, eux, les qualifications pour la Coupe du Monde, ils s'en foutent complètement. C'est loin derrière. Je crois qu'ils calculent même pas. C'est juste, on les appelle. Les gars, vous voulez faire une compétition en septembre, la Coupe du Monde? Ok, je suis libre. Ok, je suis pas dispo. C'est ça. Pendant la saison, ils savent même pas qui gagne, qui est premier, on sait même pas les joueurs qui ramènent aux États-Unis. Regardez, les États-Unis, les 12, vous les connaissez même pas, les joueurs. L'équipe de France a 19, 20 joueurs en NBA aujourd'hui. Donc, ça veut dire que t'as quand même une grosse partie de ton équipe. Même si beaucoup d'entre eux, c'est des jeunes joueurs en développement qui sont pas forcément prêts pour être... une grosse partie de ton équipe qui est que NBA et du coup, pas qu'il faut, mais on sait très bien que la vraie compétition en septembre, il y aura pas les mêmes joueurs. Mais totalement, c'est une équipe qui est totalement différente.
Maintenant, l'Euroleague commence à rentrer dans ce jeu-là en disant... Ouais, le calendrier est plus lourd. Ça me dérangerait que tu t'ailles c'est une ligue fermée aussi. Voilà. Voilà. Donc, ça veut dire que là, ce problème-là, on est la FIBA et la FIBA, la NBA et l'Euroleague ne sont même pas en accord. Et ça a toujours été un problème. Est-ce qu'ils vont être en accord un jour? Je ne pense pas, parce que la NBA veut faire aussi son NBA Europe. Ouais, mais les intérêts des uns et des autres sont divergents. Oui, mais justement. Et ce qui fait que ceux qui sont en grande souffrance de cela, pour l'instant, c'est la FIBA. Parce que du coup, la qualité de ce que propose la FIBA pourrait être bien meilleure s'ils étaient en accord. Mais la FIBA, elle est pas en souffrance. La FIBA est pas en souffrance du tout. La FIBA est plutôt contente de ce qu'elle est en train de mettre en place, parce que quand tu regardes l'engouement populaire, les salles remplies aux quatre coins du globe, ou tu regardes même un match Venezuela-Mexique, les qualifications d'Amérique, les qualifications dans la zone Asie, Japon, Philippines, ce que tu veux. Parce que c'est des fédérations où, par exemple, ils ont pas de superstar NBA, il n'y en a pas beaucoup. Oui. C'est ça que de ce côté-là, eux, ils sont bien. Mais c'est la majorité des fédérations. Combien de fédérations internationales ont un contingent NBA d'impact? T'as le Canada, t'as la France, t'as l'Espagne, t'as l'Allemagne. T'as les États-Unis. Oui, mais non, les États-Unis, on les compte pas. Oui. C'est la NBA. Donc, je te parle de international, parce que la NBA et les États-Unis restent le standard du basket. Ouais, Australie? Et Australie. Mais est-ce que tu penses que justement, avec les joueurs justement qui viennent en NBA, je prends un exemple, je prends un Wemby pour la France, je parle de un Schroeder pour l'Allemagne ou quoi que ce soit, qui sont Schroeder qu'on rappelle qui est MVP du dernier Eurobasket, Wemby qui est l'un des meilleurs joueurs au monde et peut-être un peu populaire. Est-ce que ça donnerait pas pas une crédibilité en plus, mais un aspect plus grand, plus marketing, plus justement qui pourrait attirer encore plus de gens à regarder le basket. Oui, mais là on est entièrement d'accord. Le problème c'est que tu les auras ces joueurs-là pour la phase finale. Oui, la phase finale. Mais là où tu te mets en difficulté, c'est que tu as pour te qualifier un chemin de croix. Regarde l'équipe de France à l'heure actuelle. Oui. L'équipe de France dans son groupe c'est la Belgique, la Finlande et la Hongrie. Elle perd contre la Finlande. Alors qu'elle mène de 13 points à 3 ou 4 minutes de la fin, elle perd en fin de match contre la Finlande. Si c'est pas pour Sylvain Francisco en toute fin de match qui nous met le buzzer, le game winner à 3 points, ça part en prolongation. Contre la Hongrie. Contre la Hongrie. Oh, respect. Je respecte la Hongrie, c'est quand la dernière fois que tu l'as vu à l'Eurobasket? Ouais, mais justement, mais là, maintenant qu'on parle de l'équipe de France. Moi, je te parle de ça, c'est coupe-gorge. Tu dois aller au fin fond de la Hongrie, tu dois aller en Finlande. Alors, nous, malgré tout, sur papier, on a une équipe qui est meilleure. Mais des fois, ouais. Mais regarde, la Grèce, je suis bien placé pour le savoir. J'ai regardé le match, j'ai regardé les deux matchs. Toi, grec? Mais non. Mais j'ai regardé France-Hongrie et j'ai regardé Grèce-Monténégro. Pour le coup, c'est la première fois depuis le début de la phase de qualification que l'équipe nationale grecque a pu avoir 6 joueurs Euroleague. Généralement, il y a que Papanikolaou et Larenzakis de l'Olympiakos, parce que l'Olympiakos est en bonne relation avec la fédération. Et puis en plus, comme ils ont un effectif pléthorique, ils ont 16 joueurs dans leur effectif. Larenzakis joue quasiment pas en Euroleague, donc ils le lâchent pour aller jouer en équipe nationale. Et Papanikolaou, capitaine courage, allez, on le lâche. Là cette année, sur le match de Monténégro, il y avait 3 joueurs du Pana et 3 joueurs de l'Olympiakos. Donc t'as 6 joueurs Euroleague qui ont participé. Ils ont quand même perdu à domicile contre le Monténégro, les gars. D'ailleurs, entre parenthèses, tu parles du Pana, hein. Shout out à Paris qui ont tapé comme le Pana, hein. C'est un peu dire. Parce qu'on parle de grec ou quoi que ce soit. Mister V, c'est pas bien la vidéo que t'as sortie là. Mais, ils ont sorti une vidéo, genre, le COP des supporters parisiens qui sont partis foutre la merde dans les rues d'Athènes. Une parodie. Non, parce que c'est bien beau. Non, parce que c'est bien beau. Je vous ai vu, hein. Non, mais parce que c'est bien beau, on entend parler des Grecs à chaque émission pour tout et pour tout. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les Grecs? On les mange. Non, oui, voilà. C'est bon, hein. À combien? À 5 balles avant? Nous, on a connu l'époque du mini-grec. Mini-grec, qu'est-ce que... Mini-grec, non. C'est mais ça pour dire que oui, Paris Basket a tapé le Pana à domicile, enfin, au Pana. Donc avec des frites, salade tomate oignon. C'est mon gars. Léo, tu sais que je t'aime. Il y a faute sur le tir de Nigel Hayes Davis à la fin du match. Oui. Victoire de Paris. Voilà tout ce qu'on retient. Victoire de Pana. Je suis pas mécontent que Paris gagne. Je te dis simplement, hein. C'est gagné. Oui, c'est du basket de haut niveau. C'est du basket de haut niveau. C'est gagné. Voilà. En tout cas, c'était mon chaleur de Paris et je suis très content d'avoir sorti maintenant. La même faute que Mehdi Difala, qui est arbitre français, un Cocorico, a été en capacité de siffler sur le parquet de l'Olympiakos
en faveur du Barça. Le corps arbitral n'a pas été en faveur, n'a pas été en capacité de faire le même coup de sifflet. Hein. Il y avait la même faute. Hein. Voilà, Charlotte à Paris, voilà ce que je voulais dire. Quoi qu'il arrive, j'apprécie pas la vidéo. Voilà. Ça pour dire que, regarde, l'équipe de France, juste pour conclure, l'équipe de France, là, on sait qu'ils ont du mal contre la Hongrie, à la fin, ils sont perdus, mais ici, ils se qualifient pour la Coupe du Monde. L'équipe qu'ils ont là. Il y en a combien qui vont se retrouver en Coupe du Monde en septembre? C'est ça le problème. C'est ça le problème. Oui, mais alors, est-ce que c'est un problème ou est-ce que est-ce que c'est un problème ou est-ce que c'est pas aussi, il y a pas de la beauté dans ça? Parce qu'une fois de plus, moi, je regarde les Nicolas Lang, les Amin Noah, les Cornélie, tu vois, des mecs qui ont pas forcément leur place. Si, parce que dans la raquette, là, à l'heure actuelle de l'équipe de France. Oui, tu peux pas, oui. Avec Sarr, Le Sort, quand il est en bonne santé, encore Gobert, Wembanyama. Je veux dire, à un moment donné, c'est très compliqué. Oui, mais le problème, c'est que toi, t'es compétiteur. T'imagines, toi, tu joues toutes les phases. Tu qualifies ton équipe, et dès que tu vas arriver pour la Coupe du Monde, ouais, vas-y, tu vas en vacances. Gars, je suis un compétiteur, mais je sais qui je suis. T'es meilleur que Wemby? Non, mais c'est ce que je te dis. T'es meilleur que Le Sort? Non, mais ce que je veux dire, c'est un honneur de porter le maillot de l'équipe nationale. Bien sûr. Oui. C'est un honneur qui n'est pas donné à tout le monde. Si moi, dans la liste, dans la pyramide du pouvoir, entre guillemets, ou de mon positionnement, je sais pertinemment quel est le top 15 et que moi, je suis dans le top 20, 25. Si je suis le premier appelé quand les mecs de devant sont pas disponibles, vous réagissez comme ça. Moi, je le dis en tant que compétiteur. Est-ce que je vais faire le gars si je suis poste 4 ou poste 5? Même, regarde, Gershon Yabusele l'a dit lui-même. Gershon Yabusele, il l'a dit lui-même. Si moi je suis pas dans le 5 majeur parce que je suis derrière Wembanyama, je sais qui je suis. Mais pas de souci, pas de souci. C'est ça que je veux dire. Gershon Yabusele le dit lui-même. En fait, donc, s'il vous plaît. Non, mais c'est pas ça le problème. La question, elle est que toi, tu fais le travail. T'as fait le travail. Tu chauffes le plat pour quelqu'un d'autre. Non, c'est ça qui est. C'est ton devoir. C'est ça qui est relou. C'est ton devoir pour la nation. Non, mais c'est relou. On n'a pas dit que c'est pas ton devoir. On a dit que c'est relou. Oui, mais tu pourrais. Alors, et ce serait pas plus relou qu'on fasse les qualifications dans l'été quand tous les mecs sont disponibles et que tu portes jamais ton maillot de l'équipe de France, frère. Mais non, mais là, on t'a dit. Qu'est-ce qui est le plus relou? Dis-moi ce qui est le plus relou. Option A, option B. Tu veux ne jamais porter le maillot ou tu veux porter le maillot quand l'opportunité se présente et être celui qui est responsable de la qualification de ton équipe? Les deux sont relous. Et lequel est le plus relou? Mais non, mais dans l'absolu, évidemment, si je peux jouer, je joue. Mais le fait de jouer et d'être excellent et de partir parce qu'il y a d'autres gens qui n'ont pas fait le travail, c'est frustrant. Mais il y en a qui gagnent du crédit. Moi, regarde par exemple un Sylvain Francisco à l'heure actuelle, qui vient tout juste d'être nommé capitaine de l'équipe là, sur cette fenêtre, qui en plus te met le game winner, que quand le coach a été questionné, bon, dernière situation, c'était prévu de donner la balle à Sylvain, il a dit, mais il n'y avait même pas d'autres options dans la tête. Après, Sylvain Francisco qui met le shoot ou pas, honnêtement, vu la saison qu'il fait en Euroleague, vu les saisons qu'il fait en Euroleague, il est dans les 12. Oui, mais c'est ça que je t'explique, c'est que Sylvain Francisco, c'était pas une garantie de l'avoir dans les 12 en équipe de France les 3 dernières années. Et que maintenant, Sylvain Francisco, dans son évolution personnelle et aussi dans la position qui est la sienne, mais n'oublions pas, il y a pas un Nolan Traoré qui est en train de faire des belles choses en NBA. J'ai même envie de dire qu'un Killian Hayes, à l'heure actuelle, il est en train de montrer des belles choses en NBA. Il est en train, avec son 10-day contract, de montrer qu'il est toujours pas mort. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ça reste un mec qui est potentiel. Si vous pensez que lui, il a pas le talent pour mériter considération, revoyez vos standards. Mais non, mais on parle pas de talent. Mais je veux dire qu'il y a un pool de joueurs. Il y a un pool de joueurs qui sont candidats, les gars. Quand tu regardes, et on avait déjà eu ce débat-là il y a quelques mois, dans les joueurs qui apportent, enfin, qui montrent, en dehors de l'équipe de France, on a même les performances de l'équipe de France, mais ce qui montre en Euroleague ou en NBA, on a bien pas que Sylvain Francisco était en train, parmi les meneurs, de montrer clairement que il mérite sa place dans le 12. Et il est en train de marquer des points. C'est ce que j'explique. Il est pas là parce que les autres sont pas disponibles. Il est là parce qu'il est très performant. Les deux vont ensemble parce que la conversation existe. Ce que j'essaie de vous expliquer avec autant de pragmatisme que possible, le moment où le pool de joueurs complet est disponible, tu vas prendre les joueurs les plus en forme, tu vas prendre les joueurs les plus performants, mais expliquez-moi pourquoi un Andrew Albici se retrouvait souvent en équipe de France dans les 12
malgré le fait que potentiellement, si on parle en termes de talent, il y avait des mecs qui ont été laissés sur le côté qui avaient peut-être plus de talent parce que c'était le mec le plus expérimenté, c'était le mec qui tenait la baraque, c'était le gars qui allait défendre sur les meilleurs meneurs de jeu adverses et être d'une pénibilité absolue pendant 10-15 minutes, peu importe la mission qui était la sienne, et qui allait jamais ouvrir sa gueule et être un cancer pour l'équipe. Il y a des raisons pour lesquelles il y a des mecs qui se retrouvent dans une équipe de France malgré le fait que peut-être sur le papier, en termes de talent, ils soient peut-être en dessous. Et ce que tu fais dans les fenêtres compte. Malgré tout, parce que la 10e, 11e, 12e place, selon les formes des uns et des autres, selon les besoins du collectif, il y a un impact. Et le fait qu'à un moment donné, tu sois peut-être pas le premier appelé quand tout le monde est disponible, ne veut pas dire que ce n'est pas un honneur de 1 et que de 2, ce n'est pas aussi ton devoir et une opportunité pour toi, parce que n'oublie pas que ton statut à toi et ton résumé, la notoriété qui devient la tienne, même dans ton microcosme à toi en Europe, n'est pas valorisée. Les mecs qui jouent en équipe nationale n'ont pas la même valeur que les mecs qui ne jouent pas en équipe nationale, que tu sois en NBA ou pas. Non, mais évidemment. Donc, même pour ton contrat, Adam Mokoka qui joue et qui est fort en équipe de France. Oui, mais ce que je veux dire par là, est-ce qu'il va être dans les 12 pour l'Eurobasket ou pour les championnats du monde ou pour les Jeux Olympiques? On sait pas. Il y a de la compétition, il y a de la concurrence. Mais ce qu'il fait là, à l'heure actuelle, dans son statut individuel et la valeur qu'il a en Europe, même pour les clubs d'Euroleague, t'es un joueur de l'équipe de France. Oui, mais évidemment. Mais on te dit pas le contraire. On te dit juste qu'il y a un côté, je suis un bouche-trou qui est relou. C'est pas bouche-trou, je fais partie. T'es là après, dès que truc, bon, merci, même si tu mets 60 points, on va prendre l'autre parce que il a un autre statut. C'est la vie. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est toujours la même chose. Juste, mais le mec qui dit que j'ai un côté bouche-trou que c'est relou, je peux pas lui dire. Donc, est-ce que vous trouvez, vous, qu'au niveau de la parité sportive, le système de qualification des championnats du monde et des championnats d'Europe et so on, il est juste ou pas? Vous appréciez ce système-là ou vous préfériez que ce soit beaucoup plus linéaire? Il y a des bons côtés, mais pour moi, pour que ce soit juste, il faut que les calendriers coopèrent. Sinon. Donc que les meilleurs joueurs soient disponibles tout le temps. Ce serait le calendrier le plus juste. Enfin, ce serait la chose la plus juste, mais on sait que ça va pas arriver. Et il faudra un long combat pour que ça arrive. Donc, maintenant qu'on n'a pas ça, est-ce que là, c'est juste? C'est le système le plus juste, sachant que tu ne peux pas avoir tous les joueurs qui sont en NBA ou en Euroleague des fois qui commencent à bloquer. Voilà. Tu fais en fonction de ce que t'as. Tu fais en fonction de ce que t'as. Et de ce que tu peux faire. Après, il y a un côté usine à gaz, là, pour comprendre, là, c'est, parce que nous, on est encore dans le basket, mais tu sais, pour le commun des mortels, pour s'intéresser à une compétition. J'avoue que j'aime pas du tout le système. Pour vous expliquer le système, regarde Flexta, et je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est très obscur. Là, il y a 8 groupes de 4 équipes. À la fin de cette première phase, là c'est le premier round, à la fin de cette première phase, le top 3 dans chaque groupe de 4 est basculé dans le deuxième round. Ils refont 4 groupes de 6 équipes. Donc tu passes de 8 groupes de 4 à 4 groupes de 6. Tu conserves ton bilan du premier tour et tu vas jouer contre les 3 autres équipes avec lesquelles tu as été basculé, match aller-retour. Okay. Et à la fin de ce deuxième round, les 3 premières équipes de chaque groupe, donc des 4 groupes, formeront les 12 équipes de la zone Europe qui seront qualifiées pour la Coupe du Monde. Okay. Et c'est un peu obscur parce que tu vois, déjà que sur la première phase, tes groupes de 4, il y en a 3 sur 4 qui passent, que tu conserves ton bilan et que après c'est juste pour jouer des matchs aller-retour avec un autre groupe de 3 qui vient de basculer dans ton groupe. Frère, vous êtes 4 à comprendre là sur Terre, donc viens. Mais bon, non, mais c'est important d'en parler. Oui, mais bien sûr. Mais regarde, on a l'équipe de France. Là, on est en train de filmer. Il y a l'équipe de France qui va jouer dans 1 heure à domicile du côté du Mans. C'est important d'en parler. On a l'équipe de France qui est dans les fenêtres. C'est la fenêtre internationale. Il faut aussi qu'on traite de ce sujet qui est un peu obscur et d'avoir un peu une conversation philosophique sur ça. Mais 32 équipes de la zone Europe. 8 groupes de 4. Les 3 premiers de chaque groupe basculent en deuxième round. Le deuxième round, c'est 4 groupes de 6. On conserve les bilans de la première phase. Et à la fin de cette deuxième phase, les top 3 de chaque poule formeront les 12 équipes qui seront qualifiées pour la Coupe du Monde. J'ai dit aussi simple que je pouvais le faire. En tout cas... Reprends ta respiration. Mais bon, l'équipe de France, elle est à l'heure actuelle... première ex-aequo de son groupe, il y a Hongrie, Finlande et France à 2 victoires, 1 défaite. J'ose imaginer qu'on fasse le boulot à la maison là pour gagner notre 3e match de la poule.
J'ai pas de doute sur le... Alors, il y a zéro doute. Hein. Déjà, la Belgique, elle est à 0-3. Donc, on sait déjà qu'on va passer en deuxième groupe, en deuxième phase. Mais pour s'éviter des mauvaises surprises, accumuler le plus de victoires d'ici la fin de cette première phase. Mais bon, tu vois, quand tu regardes Grèce, Monténégro, Portugal, la Turquie et la Serbie, pour l'instant, les gros restent... Il n'y a pas de surprise dans cette première phase. Tu vois, les derniers des 8 groupes, c'est le Danemark, la Roumanie, la Suisse, Grande-Bretagne, Chypre, Autriche, Belgique et Suède. Bon. Pour l'instant, la logique est respectée, mais il y a quand même des matchs très piégeux, quoi. L'ambassadeur de la compétition, c'est Carmelo Anthony. Ouais. Pourquoi t'as l'air dégoûté comme ça? Bah, tu sais, en termes de scoreur FIBA, Flexa. Flexa. Pourquoi, à ton avis, pourquoi regarde, il est là, tu vas me sortir ambassadeur? la ligne de ça de Carmelo Anthony. Je sais qu'il y a Carmelo Anthony. Je te dis juste que... Je compte pas parler. Je compte pas parler. Mais non, mais je sais ce que je te connais. Mais je compte pas Le parler. truc, c'est que même là-dedans, ça te montre que la considération qu'ils ont pour cette compétition, que c'est un truc... Pourquoi? Pour les JO, ils auraient jamais envoyé Carmelo en ambassadeur. Bah, si. Pourquoi? Non, mais... Combien de JO il a fait, Carmelo? Mais non, mais Qui est le meilleur marqueur de l'histoire de Team USA? Mais non, mais je te parle pas de ça. Tu vas me sortir ces stats ou je sais pas quoi. En termes de prestige, ne me dis pas qu'il y a pas d'autres mecs à mettre devant. Je sais qu'il a mis beaucoup de points. Je sais, c'est pas ça. C'est pas l'ambassadeur de. On prend un mec qui a mis le plus de points. Mais en termes de prestige, etc., ça veut aussi dire quelque chose. Est-ce que ces joueurs-là veulent? Mais est-ce qu'ils ont le temps, surtout? Ça veut dire que c'est un 7e ou 8e. Mais il est à la retraite, gros. Il peut parce qu'il est à la retraite. Mais non, mais il y a plein d'autres joueurs qui sont à la retraite aussi. Il y a plein d'autres joueurs qui auraient pu être ambassadeurs, qui ont peut-être refusé. Bon, je sais pas. Mais pour Gasol, il est à la commission olympique. Qu'on ait pris Carmelo Anthony, je trouve ça très pertinent. Okay. C'est beau. Mais ça vous dit pas qu'on en parle juste après de conclure l'émission? Non. Moi, j'ai pas de problème. Je demande. Moi, j'ai pas de problème. C'est que ça, ce que t'as un problème avec ça? Dexta, qu'est-ce qu'il y a? T'inquiète, tu vas manger, je te jure. Écoute, si c'est Westbrook, si c'est DeRozan, si c'est Carmelo Anthony. Non, mais le pire épisode de sa vie, là. Non, mais Carmelo, moi, je suis un fan de Melo. J'adore Melo. Mais ça dit quelque chose de la considération qu'on a pour cette compétition quand on met des ambassadeurs qui sont des mecs beaucoup moins prestigieux pour ce type de représentation, etc. Là où je te rejoins, et on finira sur ça, c'est que le format de qualification est quand même très obscur. Ouais. Et il est très long. Ça a commencé en 2025, hein, mes petits choux. Donc 2025, 2026, 2027. C'est à peu près la date à laquelle on a commencé cette émission. Bah, mais d'ailleurs, dans 2 semaines, dans 2 semaines, on fête nos 1 an. Hein. Dans 2 semaines. By the way. Dans 2 semaines. On ferait des cadeaux. Un abonnement et moi je suis juste de cadeau. Donne-moi les cadeaux. Donne-moi les cadeaux. Et bon, allez, je finis l'émission. Wow, une émission riche en émotions quand même, hein, Flixta. Sentiment moco vraiment. Wow. Je sais que vous êtes d'accord avec moi, mais vous n'osez pas le dire. Oui. Ça doit être ça. C'est encore pire. Monsieur. Ça doit être ça. Le courage, la conviction de. Tu deviens ton nom sénégalais que tu pensais être. Franchement, bravo. Ça, c'est limite, c'est border. Bon, écoute, moi, je suis champion d'Afrique, donc ça va. Allez. Si tu me ramènes à ma condition d'originaire de ce beau pays qu'est le Sénégal. Il n'y a pas de souci. On est rentré avec un petit trophée. Il n'y a pas de souci, félicitations. À la semaine prochaine, abonnez-vous.